Bosch avait pris place dans une salle d'interrogatoire de l'OIS de Parker Center. Randolph l'ayant autorisé à se doucher dans les vestiaires du sous-sol, il s'était changé et avait enfilé un blue jean et un sweat noir des West Coast Choppers qu'il gardait dans un casier pour les jours où, de passage en centre-ville, il aurait eu besoin de l'anonymat que confère une tenue de ce genre. En sortant du vestiaire, il avait jeté dans une poubelle son costume contaminé. Il ne lui en restait maintenant plus que deux. Le magnéto posé sur la table étant mis en route, Ozani prit plusieurs feuilles de papier et lui lut ses droits constitutionnels et la Déclaration des droits du policier. Cette double protection était destinée à le préserver aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que policier des attaques injustes de l'administration. Mais il savait que dans les situations cruciales, ni l'un ni l'autre de ces papiers ne pourrait beaucoup le protéger dans une de ces salles. Il allait devoir se débrouiller tout seul. Il informa les deux officiers qu'il avait compris ses droits et qu'il était d'accord pour qu'on le soumette à un interrogatoire. Ce fut Randolph qui prit les choses en main. Sur sa demande, Bosch raconta encore une fois comment il avait abattu Robert Foxworth, alias Reinhard Waits. Il partit de la découverte qu'il avait faite en examinant les archives conservées dans le dossier de l'affaire Fitzpatrick et termina son récit en évoquant les 2 balles qu'il avait tirées dans la poitrine de Foxworth. Randolph ne lui posa que de rares questions tant qu'il n'eut pas fini son histoire. Mais après, il lui en posa beaucoup et de très détaillés sur tout ce qu'il avait fait dans le garage, puis dans le tunnel. Plus d'une fois, il lui demanda en particulier pourquoi il n'avait pas suivi les conseils de prudence de l'agent du FBI, Rachel Walling. Cette question lui fit comprendre que non seulement elle avait été interrogée par l'OIS, mais qu'en plus elle n'avait pas dû le présenter sous un jour très favorable. Il en fut très déçu, mais tenta de tenir les pensées et les sentiments qu'il nourrissait à son égard en dehors de la pièce. À Randolph, il répéta tel un mantra une phrase qui, à ses yeux, devait lui assurer la victoire, quoique Rachel, Randolph ou un autre puisse penser de ses actes et de sa façon de suivre les procédures. C'était une situation de vie ou de mort. Une femme était en danger, et on nous avait tiré dessus. Je ne pensais pas pouvoir attendre des renforts ou qui que ce soit. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai pris toutes les précautions possibles, et n'ai fait usage d'une force létale que lorsque ça a été nécessaire. Randolph passa à autre chose et centra nombre des questions suivantes sur l'échange de coups de feu avec Robert Foxworth. Il lui demanda ce qui lui était venu à l'esprit lorsque ce dernier lui avait révélé qu'il avait été le jouet d'une mise en scène destinée à lui faire croire que l'affaire Guesto était résolue. Il lui demanda ce qui lui était venu à l'esprit en découvrant les restes des victimes de Foxworth dans la pièce au bout du tunnel. Il lui demanda ce qui lui était venu à l'esprit en pressant la détente et abattant l'homme qui avait souillé puis assassiné ses femmes. Il répondit patiemment à chacune de ces questions, mais finit par toucher ses limites. Il y avait quelque chose de bizarre dans cet interrogatoire. C'était presque comme si Randolph travaillait sur scénario. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Je vous raconte tout ça et vous... Qu'est-ce que vous me cachez ?» Randolph se tourna vers Ozani, puis revint sur Bosch, se pencha en avant, les bras sur la table. Il avait la manie de faire tourner une bague en or qu'il portait à la main gauche. Bosch l'avait remarqué lors de son interrogatoire précédent. Il savait que c'était une bague de l'Université de Californie du Sud. La belle affaire. Un tas de gens appartenant à la hiérarchie policière y avaient suivi des cours du soir. Randolph se tourna encore une fois vers Ozani et tendit la main pour éteindre le magnétophone, mais garda les doigts juste au-dessus des touches. « Inspecteur Ozani, lança-t-il, pourriez-vous aller nous chercher quelques bouteilles d'eau ? Avec toute cette parlotte, j'ai la voix qui va lâcher. C'est probablement la même chose pour l'inspecteur Bosch. On va faire une pause jusqu'à votre retour. » Ozani s'étant levé pour quitter la salle, Randolph éteignit le magnétophone, mais ne parla pas avant que la porte de la salle d'interrogatoire ne se soit refermée. « Le problème, inspecteur Bosch, est que nous n'avons que votre parole sur tout ce qui s'est passé dans ce tunnel. La fille était inconsciente, il n'y avait que vous et Foxworth, et il n'en est pas sorti vivant. C'est vrai, mais êtes-vous en train de me dire que ma parole n'est pas acceptable ? Non, je vous dis que votre description des événements est parfaitement acceptable, mais
que la police scientifique pourrait avoir une interprétation différente de vos déclarations. Vous voyez, cela pourrait tourner assez vite au vilain. Certaines choses pourraient donner lieu à X interprétations, dont des mauvaises, publiques et politiques. Bosch hocha la tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait. « Et alors ?» dit-il. « Je me fous de ce que le public ou le politique peut bien penser. C'est Waits qui a forcé les choses dans le tunnel. C'était très clairement une situation où soit on tire, soit on se fait tuer. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Sauf qu'il n'y a personne pour corroborer vos dires. Et l'agent Walling, hein? Elle n'est pas entrée dans le tunnel. Elle vous a même averti de ne pas le faire. Vous savez qu'à l'hôpital de Californie du Sud, il y a une femme qui ne serait probablement plus en vie si je n'y étais pas entré dans ce tunnel. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant ?» Randolph recommença à jouer avec sa bague. Il avait l'air de quelqu'un qui n'aime pas trop ce que son devoir lui demande de faire. « Ça devrait suffire pour aujourd'hui, dit-il. Vous avez subi pas mal de chocs. Je vais laisser les choses ouvertes pendant quelques jours, en attendant les résultats de l'équipe de médecine légale. Vous continuez de travailler chez vous. Dès que tout sera revenu en ordre, je vous ferai venir pour signer vos déclarations. Je vous ai demandé ce qui se passe, lieutenant. Et je vous l'ai dit. Vous ne m'en avez pas dit assez. » Randolph lâcha sa bague. Cela donna encore plus de poids à ce qu'il allait dire. « Vous avez sauvé l'otage et bouclé l'affaire, et c'est bon. Mais vous avez agi de façon téméraire et avez eu de la chance. À s'en tenir à votre version, vous avez ensuite tué un individu qui menaçait votre vie et celle d'autres personnes. Cela dit, les faits et les résultats des analyses pourraient tout aussi facilement étayer une autre interprétation. Une interprétation selon laquelle, disons, vous avez abattu un homme qui essayait de se rendre. Nous le saurons dans quelques jours, et nous vous le ferons savoir. » Bosch scruta son visage. Il savait que Randolph lui faisait passer un message assez clair dans sa formulation. « Tout ça tourne autour d'Olivas, n'est-ce pas ?» dit-il. « L'enterrement est prévu pour demain, le chef va y être, et vous voulez qu'Olivas passe à la postérité comme un héros tué dans l'exercice de ses fonctions. » Randolph recommença à faire tourner sa bague. « Non, inspecteur Bosch, vous vous trompez. Si Olivas était corrompu, personne ne va se mettre en quatre pour sauvegarder sa réputation. » Bosch hocha de nouveau la tête. Il avait enfin compris. « Alors il s'agit d'Oshie. Il a contacté une autorité supérieure. Il m'a dit qu'il le ferait. Et cette autorité est entrée en contact avec vous. » Randolph se renversa dans son fauteuil et donna l'impression de scruter le plafond pour y trouver une réponse adéquate. « Il y a beaucoup de gens dans la police, mais aussi dans le reste de la communauté, qui pensent que Rick Oshie ferait un bon district attorney, dit-il. Ils pensent aussi que ce serait un bon ami du LAPD. » Bosch ferma les yeux et hocha lentement la tête. Il n'en croyait pas ses oreilles. « Son adversaire, Gabriel Williams, a fait alliance avec un groupe qui en veut aux forces de l'ordre, reprit Randolph. Ce ne serait pas la fête pour le LAPD s'il était élu. » Bosch rouvrit les yeux et le regarda fixement. « Et vous allez faire ça ?» s'écria-t-il. « Vous allez laisser filer ce type parce que vous pensez qu'Oshie pourrait être un bon ami du LAPD ?» Randolph hocha tristement la tête. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, inspecteur. Je ne fais que vous livrer une observation politique. Mais je sais une chose, il n'y a aucune preuve de la conspiration réelle ou imaginaire dont vous parlez. Si vous croyez que l'avocat de Robert Foxworth va faire autre chose que nier l'existence des conversations dont vous parlez ici, vous êtes vraiment fou. Ne soyez pas bête, inspecteur. Soyez sage et gardez ça pour vous. » Bosch mit un moment à se calmer. « Qui a appelé ?» demanda-t-il enfin. « Je vous demande pardon ? Jusqu'où Oshie est-il monté ? Il n'est pas possible qu'il se soit adressé à vous directement. Il a dû monter plus haut. Qui vous a dit de m'abattre ?» Randolph écarta les mains et hocha la tête. « Inspecteur, dit-il, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. »« Non, bien sûr, » répondit Bosch. Et il se leva.
Dans ce cas-là, j'imagine que vous allez rédiger tout ça comme on vous a dit de le faire, et moi, ou je signe, ou je ne signe pas. C'est aussi simple que ça. » Randolph acquiesça d'un signe de tête, mais se garda d'ajouter quoi que ce soit. Bosch se pencha en avant et posa les deux mains sur la table de façon à pouvoir être plus près de son visage. « Vous irez à l'enterrement de l'adjoint Dolan, lieutenant ?» lui demanda-t-il. « C'est juste après qu'ils auront mis Olivas en terre. Vous vous rappelez ? Dolan, c'est le type sur lequel Wade s'est tiré en pleine figure. Je me disais que vous aimeriez peut-être vous rendre à la cérémonie pour expliquer à sa famille les décisions qu'il a fallu prendre et comment le type qui est derrière cette tuerie pourrait être un ami de la police et donc n'avoir en aucun cas à faire face aux conséquences de ses actes. » Randolph regarda le mur droit devant lui, de l'autre côté de la table, mais ne dit toujours rien. Bosch se redressa et ouvrit la porte, faisant sursauter Ozani qui se tenait debout derrière. Il n'avait aucune bouteille d'eau dans les mains. Bosch l'écarta de son chemin et quitta la salle. Arrivé à l'ascenseur, il appuya sur le bouton d'appel. Il attendit, fit les 100 pas et songea à aller exposer ses doléances au 6e étage. Il s'imagina en train de charger dans les bureaux du chef de police et d'exiger de savoir si oui ou non il était conscient de ce qui se faisait en son nom et sous son commandement. Mais lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit, il rejeta cette idée et appuya sur le bouton du 5e. Il savait qu'il était impossible de comprendre complètement l'enchevêtrement byzantin de la bureaucratie et de la politique au sein de la police. S'il ne faisait pas gaffe à ses fesses, il risquait d'aller se plaindre de tout ce merdier à la personne même qui l'avait créé. La salle de l'unité des affaires non résolues était déserte lorsqu'il y arriva. Il était 4 heures passées de quelques minutes, et la plupart des inspecteurs travaillaient dans la tranche horaire 7 heures du matin, 4 heures de l'après-midi, de façon à pouvoir prendre la route pour rentrer chez eux avant les encombrements des heures de pointe. Quand il n'y avait pas de nouvelle affaire qui éclatait, ils filaient à 4 heures pile. Même un petit retard d'1 quart d'heure pouvait leur coûter 1 heure de plus sur les autoroutes. Le seul policier à rester jusqu'à 6 heures était Abel Pratt, et cela ne tenait qu'à un fait. En tant que chef, il devait travailler de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, tel était le règlement. Bosch lui fit un signe de la main en passant devant sa porte ouverte pour rejoindre son bureau. Épuisé par les événements de la journée et le poids de l'arnaque policière, il se laissa tomber dans son fauteuil, baissa les yeux et découvrit que son bureau était couvert de petits messages roses signalant des appels. Il commença à les lire. Les 3/4 provenaient de collègues de divers commissariats et divisions. Tous étaient des rappels. Bosch savait qu'on voulait le féliciter pour ses tirs ou lui dire des trucs à cet effet. Dès qu'un policier tuait d'une manière irréprochable, tous les téléphones se mettaient à sonner. Il y avait aussi plusieurs messages laissés par des journalistes, dont un de Keisha Russell. Bosch savait qu'il lui devait un coup de fil, mais il décida d'attendre d'être de retour chez lui. Il y avait encore un message d'Irène Guesto, et Bosch devinait qu'elle et son mari voulaient savoir s'il y avait du nouveau dans l'enquête. Il les avait appelés la veille au soir pour leur dire que leur fille avait été retrouvée et son identité confirmée. Il glissa l'avis de message dans sa poche. Travaille à la maison ou pas, il les rappellerait. Maintenant que l'autopsie était faite, ils allaient enfin pouvoir, au bout de 13 années, réclamer le corps de leur fille aux autorités et le ramener chez eux. Ils ne pourraient pas leur dire que l'assassin de leur fille avait été déféré à la justice, mais les aider à reprendre le corps de leur fille, ils le pouvaient. Il y avait aussi un message de Jerry Edgar. Bosch se rappela que son ancien coéquipier l'avait appelé sur son portable juste avant la fusillade d'Echo Park. Celui qui avait pris le message avait écrit et souligné sur la feuille rose « Dit que c'est important ». Bosch vérifia l'heure et remarqua que l'appel était lui aussi arrivé avant la fusillade. Ce n'était donc pas pour le féliciter d'avoir éliminé un méchant qu'il l'avait appelé. Il se dit qu'Edgar avait dû apprendre qu'il avait fait la connaissance de son cousin et voulait tailler une petite bavette à ce propos. Bosch ne s'en sentait pas pour l'instant. Les autres messages ne l'intéressant pas, il les mit en tas et les glissa dans un tiroir de son bureau. Rien d'autre à faire, il commença à ranger les papiers et les dossiers qui traînaient. Il se demanda s'il ne fallait pas appeler la police scientifique pour voir si on ne pourrait pas lui rendre sa voiture et son portable, qui se trouvaient toujours sur la scène de crime. « Je viens juste d'apprendre la nouvelle. » Bosch releva la tête,
Pratt se tenait debout à la porte de son bureau. Il était en manche de chemise, sa cravate défaite autour du cou. « Quelle nouvelle ?»« De l'OIS. Vous n'êtes toujours pas dégagé de l'obligation de travailler à la maison, Harry. Il faut que je vous renvoie chez vous. » Bosch reposa les yeux sur son bureau. « Pour une nouvelle, je m'en vais. » Pratt marqua un temps d'arrêt pour essayer de deviner ce qu'il y avait dans le ton qu'avait pris Bosch. « Tout va comme vous voulez, Harry ?» lui demanda-t-il pour voir. « Non, tout ne va pas comme je veux. Quand il y a arnaque, et tout ne va pas comme il faut, et de loin. »« De quoi parlez-vous ? Ils vont couvrir Olivas et Auchy ?» Bosch le regarda. « Faudra mieux pas que je parle de ça avec vous, chef. Je pourrais vous mettre en difficulté, et le retour de flamme vous plairait pas. »« Ils sont sérieux à ce point ?» Bosch hésita, puis répondit « Oui, ils sont sérieux. Ils sont prêts à me faire la peau si je ne joue pas le jeu. » Il n'alla pas plus loin. Il ne voulait pas avoir cette conversation avec son chef. Au poste qu'occupait Pratt, les loyautés allaient du haut en bas de l'échelle. Qu'il ne soit plus qu'à quelques semaines de la retraite n'avait aucune importance. Pratt devait jouer le jeu jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. « Mon portable est toujours là-bas et fait partie de la scène de crime, » dit-il en attrapant le téléphone. « Je suis juste venu passer un coup de fil et je dégage. »« Justement, je me posais des questions sur votre portable, » enchaîna Pratt. « Il y a des collègues qui ont essayé de vous appeler et qui disent que vous ne décrochiez pas. La police scientifique n'a pas voulu que je le reprenne. Ni mon portable, ni ma voiture. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces collègues ? Pour moi, ils voulaient vous payer un pot chez Nat. Il se pourrait même qu'ils soient en train d'y aller. » Chez Nat était un boui-boui à l'écart d'Hollywood Boulevard. Ce n'était pas un bar à flics, mais beaucoup d'entre eux y faisaient un tour de temps en temps, le soir, quand ils n'étaient pas de service. Assez, en tout cas, pour que, depuis 20 ans ou presque, la direction y passe encore au jukebox « I Fought the Law » dans la version hard des Clash. Bosch savait que s'il s'y montrait, l'hymne punk y serait lourdement et opportunément à l'honneur pour célébrer la fin de Robert Foxworth, alias Reinhard Waits. « I fought the law, but the law won ». Il pouvait presque les entendre chanter tous le refrain. « Vous y allez ?» demanda-t-il à Pratt. « Plus tard, peut-être. J'ai un truc à faire d'abord. » Bosch acquiesça. « Je ne m'en sens pas vraiment, dit-il. Je vais laisser courir. »« Comme vous voudrez. Ils comprendront. » Pratt ne bougeant toujours pas du seuil, Bosch décrocha son téléphone. Il lui avait dit qu'il avait un coup de fil à donner, il appela Jerry Edgar, de façon à étayer son mensonge. Mais le bras appuyé contre le montant de la porte, Pratt ne s'en alla pas pour autant, tandis qu'il regardait la grande salle déserte. Il faisait vraiment de son mieux pour forcer Bosch à partir. Peut-être avait-il reçu des instructions de quelqu'un plus haut placé dans la hiérarchie que le lieutenant Randolph. Edgar décrocha. « C'est moi, Bosch. T'as appelé ? » ?»« Oui, mec, je t'ai appelé. » »« C'est que j'ai été un peu occupé. Je sais, j'en ai entendu causer. Joli coup de feu, bonhomme. Ça va ? » ?»« Ça va, oui. T'appelais pourquoi ? » ?»« Juste un truc que tu pourrais avoir envie de savoir. Je sais pas si ça a encore de l'importance. »« C'est quoi ? » demanda-t-il, impatient. « Il y a mon cousin Jason qui a appelé du ministère de l'eau. Il m'a dit qu'il t'avait vu aujourd'hui. »« Oui, c'est un chouette mec, il nous a beaucoup aidés. »« Oui, bon, mais moi, là, je suis pas en train de vérifier s'il vous a bien traité ou pas. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il m'a appelé pour me dire qu'il y avait un truc que t'aurais peut-être envie de savoir, mais que, comme t'y as pas donné ta carte de visite, ni un numéro de téléphone ou autre, il m'a dit qu'environ 5 minutes après que toi et la nénette du FBI vous êtes partis, un autre flic est venu et a demandé à le voir. Il est allé à la réception et a demandé après le type qui venait de filer un coup de main au flic. » Bosch se pencha en avant sur son bureau. Il était brusquement très intéressé par ce qu'Edgar était en train de lui raconter. Il a dit que ce type lui avait montré un écusson et qu'il suivait ton enquête, et après, il y a demandé ce que vous vouliez, toi et l'agent du FBI. Mon cousin l'a emmené à l'étage où vous étiez monté et l'a conduit jusqu'à la vitre. Ils y étaient à regarder la maison d'Echo Park quand la fille et toi y êtes arrivés. Ils vous ont regardé entrer dans le garage. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Le type a filé. Il a foncé sur l'ascenseur et il est redescendu. Et ton cousin a réussi à avoir son nom ? Oui, le gars lui a dit être l'inspecteur Smith. Quand il lui a montré son écusson, comme qui dirait qu'il avait les doigts juste sur son nom.
C'était, Bosch le savait, une vieille astuce dont se servaient les inspecteurs quand ils étaient hors territoire et n'avaient pas envie qu'on connaisse leur nom. Lui aussi y avait eu recours à l'occasion. Un signalement? Oui, il m'en a donné un. Blanc, environ 1m80, 90 kilos. Cheveux argentés, coupés courts. Voyons, dans les 55 ans. Et il portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate à rayures. Il avait un petit drapeau américain au revers de sa veste. Ce signalement correspondait à celui d'au moins 50 000 individus dans les environs immédiats du centre-ville. Et Bosch en avait justement un sous les yeux. Abel Pratt n'avait toujours pas bougé de l'entrée de son bureau et le regardait en haussant les sourcils d'un air interrogatif. Il ne portait pas sa veste de costume, mais Bosch la voyait accrochée à la porte derrière lui, et il y avait un petit drapeau américain au revers. Il reposa les yeux sur son bureau. « Il travaille tard ?» demanda-t-il doucement. « Normalement, je crois qu'il reste au boulot jusqu'à 5 heures, mais il y a des tas de gens qui sont montés pour regarder ce qui se passe à Echo Park. Bon, merci pour le tuyau. Je te rappelle plus tard. » Il raccrocha avant qu'Edgar ait pu ajouter quoi que ce soit. Il leva la tête et s'aperçut que Pratt le regardait toujours fixement. « C'était quoi ?» demanda ce dernier. « Oh, juste un truc pour l'affaire Matarese, celle qu'on a prise cette semaine. On dirait bien qu'il y aura peut-être un témoin malgré tout. Ça aidera au tribunal. » Il avait dit tout cela aussi nonchalamment que possible. Il se leva et regarda son patron. « Mais ne vous inquiétez pas, reprit-il. Ça tiendra bien jusqu'à ce que je sois plus obligé de travailler à la maison. Bon, content de l'apprendre. » Il avança vers Pratt, s'approcha trop de lui et envahit son espace, ce qui obligea Pratt à reculer dans son bureau et regagner son siège. C'était ce que voulait Bosch. Il lui dit au revoir et lui souhaita de passer un bon week-end. Puis il se dirigea vers la porte de la salle des inspecteurs. L'unité des affaires non résolues disposait de 3 voitures pour ses 8 inspecteurs et le patron. Ces véhicules étaient utilisés sur la base du premier arrivé, premier servi, les clés étant accrochées à côté de la porte de la salle. La procédure voulait que l'inspecteur qui allait prendre une voiture inscrive son nom et l'heure approximative de son retour sur un tableau blanc effaçable fixé sous les clés. Arrivé à la porte, Bosch l'ouvrit toute grande, afin d'empêcher Pratt de voir les crochets à clés. Il avait 2 jeux de clés sous les yeux, il en attrapa un et fila. Quelques minutes plus tard, il sortait du garage à l'arrière de Parker Center et prenait la direction du ministère. La folle ruée destinée à vider le centre-ville avant le coucher du soleil venant à peine de commencer, il eut vite fait de franchir les 7 carrefours qui l'en séparaient. Il se gara en stationnement interdit devant la fontaine à l'entrée du bâtiment, bondit hors de sa voiture et consulta sa montre en approchant de la porte d'entrée. Il était 5h moins 20. Un gardien en uniforme arriva devant les portes et lui fit de grands signes. « Vous n'avez pas le droit de vous garer. » « Je sais. » Bosch sortit son écusson et montra la radio attachée à la ceinture du garde. « Vous pouvez appeler Jason Edgar avec ça ?» lui demanda-t-il. « Edgar ? Oui, qu'est-ce que... » « Appelez-le et dites-lui que l'inspecteur Bosch l'attend devant. Il faut que je le voie aussi vite que possible. Faites-le tout de suite, s'il vous plaît. » Bosch fit demi-tour et retourna à son véhicule. Il y monta et attendit 5 minutes avant de voir Jason Edgar franchir les portes de verre. Arrivé à la voiture, celui-ci ouvrit la portière passager pour regarder à l'intérieur, pas pour s'asseoir. « Qu'est-ce qui se passe, Harry ?»« J'ai reçu votre message. Montez. » Edgar s'exécuta à contre-cœur. Bosch déboîta du trottoir au moment où Edgar fermait la portière. « Attendez une minute, où va-t-on ? Je peux pas m'en aller comme ça. » « Ça ne devrait prendre que quelques minutes. »« Où allons-nous ? » ?»« À Parker Center. On ne descendra même pas de voiture. »« Il faut que j'avertisse, » dit Edgar en prenant un émetteur-récepteur accroché à sa ceinture. Il appela la sécurité du ministère et prévint qu'il serait hors les murs pendant une demi-heure pour une affaire de police. Il reçut confirmation et raccrocha son émetteur à sa ceinture. « Vous auriez dû me demander d'abord, dit-il à Bosch. Mon cousin m'a dit que vous aviez l'habitude de commencer par agir et de poser les questions après. Il a dit ça, hein ? Oui, il a dit ça. Qu'est-ce qu'on va faire à Parker Center ? Identifiez le flic qui vous a parlé après mon départ tout à l'heure. » La circulation était déjà plus mauvaise. Des quantités de 9h-5h qui prenaient de l'avance pour le retour à la maison. Les vendredis après-midi étaient particulièrement féroces.
Bosch finit par réintégrer le garage de la police à 5h moins 10, en espérant qu'il n'arrivait pas trop tard. Il trouva une place dans la première allée. Le garage était une structure en plein air, et la place qu'ils avaient prise donnait sur San Pedro Street, entre le garage et Parker Center. « Vous avez un portable ?» demanda Bosch. « Oui. » Bosch lui donna le numéro du standard de Parker Center et lui dit de demander l'unité des affaires non résolues. Les appels transférés du standard ne donnaient pas l'identité du correspondant. Les noms et numéros d'Edgar n'apparaîtraient pas sur les écrans des postes fixes de l'unité des affaires non résolues. « Je veux seulement voir si quelqu'un répondra, » reprit Bosch. « Si c'est le cas, demandez juste qu'on vous passe Rick Jackson. Quand on vous répondra qu'il n'est pas là, ne laissez pas de message. Dites simplement que vous l'appellerez sur son portable et raccrochez. » Quelqu'un ayant décroché, Edgar passa par toutes les étapes que Bosch venait de lui décrire. Cela fait, il regarda ce dernier. « C'est un certain Pratt qui m'a répondu, dit-il. »« Parfait, il est encore là. »« Ce qui veut dire quoi ? » ?»« Je voulais m'assurer qu'il n'était pas parti. Il quitte le bureau à 5h et, quand il le fera, il traversera la rue, là-bas. Je veux voir si c'est le gars qui vous a dit superviser mon enquête. »« C'est un type des affaires internes ? » ?»« Non, c'est mon patron. » Par précaution, Bosch abaissa le pare-soleil pour qu'on ne le voie pas. Ils étaient garés à une bonne trentaine de mètres du passage que Pratt emprunterait pour gagner le garage, mais Bosch ne savait pas de quel côté il partirait une fois dedans. En sa qualité de patron de la brigade, il avait le privilège de garer sa voiture personnelle dans le garage de la police, et les 3/4 de ses places réservées se trouvaient au 2e niveau. Il y avait 2 escaliers et une rampe pour y accéder. S'il prenait la rampe à pied, il passerait juste devant le poste d'observation de Bosch. Edgar posa des questions sur la fusillade d'Echo Park et Bosch lui répondit à l'aide de phrases courtes. Il ne voulait pas en parler, mais il venait juste d'arracher le type à son boulot et se devait de lui répondre d'une manière ou d'une autre, simple courtoisie. Enfin, à 5h10, il vit Pratt sortir par la porte de derrière et descendre la rampe en passant devant la porte d'entrée de la prison. Pratt gagna San Pedro Street et commença à traverser la rue avec un groupe de directeurs d'enquête qui eux aussi rentraient chez eux. « Bon, » dit Bosch en interrompant Edgar au milieu d'une question, « vous voyez les types qui traversent la rue ? Lequel d'entre eux est venu vous voir aujourd'hui ?» Edgar examina le petit groupe qui traversait. Il avait une vue complètement dégagée sur Pratt qui marchait avec un autre homme en queue de peloton. « C'est le dernier, » dit-il sans hésitation. « Celui qui met ses lunettes de soleil. » Bosch regarda. Pratt venait juste de chausser ses Ray-Ban. Bosch sentit une grosse pression dans la poitrine, comme si jamais encore il n'avait éprouvé pareille brûlure. Il garda les yeux fixés sur Pratt et le vit se séparer du groupe après avoir traversé la rue. Il se dirigeait maintenant vers l'escalier opposé. « Et maintenant, quoi ?» voulut savoir Edgar. « Vous allez le suivre ?» Bosch se rappela que Pratt lui avait dit avoir quelque chose à faire après le boulot. « J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Faut que je vous ramène vite fait au ministère. Vous inquiétez pas pour ça, je peux rentrer à pied. Peut-être même que j'irai plus vite, vu la circulation. » Il entr'ouvrit la portière et se tourna pour sortir. Puis il regarda Bosch par-dessus son épaule. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais bonne chance, Harry. J'espère que vous allez coincer votre type. Merci, Jason. À bientôt, peut-être. » Bosch enclencha la marche arrière et quitta le garage. Puis il prit San Pedro Street jusqu'à Temple Avenue, en se disant que c'était l'itinéraire que suivrait Pratt pour rejoindre l'autoroute. Qu'il rentre chez lui ou pas, l'autoroute était son choix le plus vraisemblable. Il traversa Temple Avenue et se gara le long du trottoir dans une zone rouge. L'endroit lui offrait une bonne vue sur la sortie du garage. Moins de 2 minutes plus tard, un 4x4 argent en sortait et se dirigeait vers Temple Avenue. Jeep Commander, design rétro un peu carré. Il identifia Pratt au volant et reconnut aussitôt les dimensions et la couleur de la Commander comme étant celles du mystérieux 4x4 qu'il avait vu démarrer en trombe dans la rue, à côté de sa maison la veille au soir. Il se pencha sous le tableau de bord au moment où la Jeep approchait de Temple Avenue. Puis il l'entendit prendre le virage au bout de quelques secondes et se redressa derrière son volant. Pratt était déjà au feu rouge de Los Angeles Street et se préparait à tourner à droite. Bosch attendit qu'il ait effectué son virage et se lança à sa poursuite.
Pratt passa sur les voies nord très encombrées de l'autoroute 101 et entra dans la circulation qui, heure de pointe oblige, avançait au pas. Bosch descendit la rampe d'accès et se glissa dans la file 5 ou 6 véhicules derrière la Jeep. Il avait de la chance, la voiture de Pratt était équipée d'une antenne radio surmontée d'une boule blanche ornée d'un visage peint, un cadeau promotionnel d'une chaîne de fast-food. Cela lui permettait de suivre la Jeep sans avoir à s'en approcher de trop près. Bosch conduisait une Crown Vic qui aurait pu avoir un néon police clignotant fixé sur le toit, tant elle était reconnaissable. Lentement mais sûrement, Pratt progressait vers le nord, avec Bosch à quelques voitures de distance. Lorsque l'autoroute passa devant Echo Park, Bosch leva la tête vers la crête et vit que la soirée média battait toujours son plein dans Figueroa Lane. Il aperçut 2 hélicoptères en train de tourner au-dessus de la scène de crime et se demanda si sa voiture allait être remorquée ou s'il allait pouvoir revenir sur les lieux et l'y récupérer plus tard. Tout en conduisant, il tentait d'assembler les pièces de puzzle qu'il avait sur Pratt. Il ne faisait guère de doute que celui-ci l'avait suivi alors qu'il était de service chez lui. Son 4x4 correspondait bien à celui qu'il avait vu dans sa rue la veille au soir, et Pratt avait été identifié par Jason Edgar comme étant le flic qui était passé au ministère de l'eau après lui. Il n'était pas pensable que Pratt l'ait suivi dans le seul but de savoir s'il obéissait aux règles du boulot à la maison. Il devait y avoir une autre raison, et Bosch n'en voyait qu'une, l'affaire en cours. Dès qu'il eut posé cette hypothèse, d'autres choses se mirent rapidement en place et ne firent qu'alimenter le feu qui brûlait dans son cœur. Pratt ayant raconté son anecdote sur Maurice Swann plus tôt dans la semaine, il était clair que les 2 hommes se connaissaient. Qu'il ait rapporté une rumeur négative sur l'avocat de la défense n'était peut-être qu'un faux semblant, destiné à se couvrir, ou une tentative de prendre ses distances avec une personne dont en fait il était proche, voire avec laquelle il travaillait. Tout aussi évident à ses yeux était le fait que Pratt savait parfaitement qu'il avait vu en Anthony Garland un individu auquel s'intéresser pour le meurtre de Marie Guesto. Bosch l'avait régulièrement informé de ses activités depuis qu'il avait rouvert le dossier. Pratt avait aussi été averti lorsque les avocats de Garland avaient réussi à obtenir une injonction du tribunal interdisant à Bosch de parler à leurs clients en l'absence d'un des leurs. Dernier point, et peut-être le plus important, Pratt avait accès au dossier de l'enquête. Celui-ci se trouvait le plus souvent sur le bureau de Bosch. Il n'était pas impossible que c'ait été Pratt qui y ait glissé le faux lien entre Guesto et Robert Saxon, alias Reinhard Waits. Il aurait très bien pu le faire longtemps avant que ce dossier n'ait été confié à Olivas. Il aurait même très bien pu le faire de façon que ce soit Olivas lui-même qui le découvre. Bosch comprit alors que toute la manœuvre consistant à faire avouer à Reinhard Waits le meurtre de Marie Guesto et à conduire les inspecteurs à son corps aurait très bien pu naître dans le cerveau d'Abel Pratt. Ce dernier occupait en effet la position idéale pour être l'intermédiaire capable de surveiller Bosch et tous les autres protagonistes de l'affaire. Il comprit aussi qu'avec Swann comme partie prenante de la manœuvre, Pratt n'avait besoin ni d'Olivas ni d'Auchy. Plus il y a de gens dans une conspiration et plus il y a de chances qu'elle capote ou échoue. Swann n'avait qu'une chose à faire, dire à Waits que le procureur et l'inspecteur étaient les instigateurs. Ce faisant, il ouvrait une fausse piste à suivre par quelqu'un comme lui. Bosch sentit la culpabilité commencer à lui brûler la nuque. Tout d'un coup, il voyait bien qu'il avait pu faire fausse route dans tous ses raisonnements avant la petite demi-heure qui venait de s'achever. Il pouvait s'être complètement trompé, et Olivas n'avoir jamais été corrompu. Peut-être même Olivas avait-il été utilisé aussi habilement que Bosch, Auchy n'étant coupable de rien de plus que d'une manœuvre politique, celle qui consiste à s'attribuer des mérites auxquels on n'a pas droit et à épargner le blâme à celui sur qui il devrait retomber. Peut-être Auchy n'avait-il demandé à la hiérarchie d'intervenir que pour contenir les accusations de Bosch, dans la mesure où politiquement celles-ci pouvaient être dangereuses, et pas du tout parce qu'elles auraient été vraies. Il reprit sa théorie de bout en bout et, oui, elle tenait le coup. Il n'y avait rien qui clochait. Sauf une chose, le mobile. Pourquoi un type qui avait donné 25 ans de sa vie à la police et qui attendait avec impatience le moment de prendre sa retraite à 50 ans aurait-il pu vouloir ainsi tout risquer sur un coup pareil?
Comment un type qui avait passé 25 ans de son existence à traquer les méchants pouvait-il avoir laissé filer un tueur? Pour avoir travaillé sur plus de 1000 affaires, Bosch savait que le mobile est souvent l'élément du crime le plus difficile à cerner. L'argent peut motiver, évidemment, et la désintégration d'un mariage jouait aussi son rôle, mais cela n'était jamais qu'un malheureux dénominateur commun à la vie de beaucoup de gens. Cela ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi Abel Pratt avait franchi la ligne jaune. Bosch frappa fort sur le volant avec la paume de la main. La question du mobile mise de côté, il se sentait gêné et s'en voulait beaucoup. Pratt l'avait manipulé dans les grandes largeurs. Cette trahison était profonde et faisait mal. Pratt était son patron. Ils avaient mangé et travaillé ensemble sur des dossiers. Ils s'étaient raconté des blagues, et ensemble encore ils avaient parlé de leurs enfants. C'était vers une retraite dans laquelle tout le monde voyait quelque chose de bien mérité que Pratt s'acheminait. Pour lui, le moment était enfin venu de gagner sur les deux tableaux, toucher la pension et se trouver un boulot lucratif dans la sécurité, là-bas, dans des îles où la paye est bonne et les heures peu nombreuses. C'était vers cela que tout un chacun tendait, et personne ne le lui aurait reproché. C'était le paradis bleu, le rêve de tout policier. Sauf que maintenant, Bosch n'était plus dupe. Des conneries, oui, dit-il tout haut dans la voiture. Une demi-heure plus tard, Pratt sortait de l'autoroute à la hauteur du col de Cahuenga. Il prit Barham Boulevard vers le nord-est et entra dans Burbank. La circulation étant encore dense, Bosch n'avait pas de mal à le suivre en gardant ses distances et son anonymat. Pratt longea l'arrière des studios Universal et passa devant ceux de la Warner Bros. Puis il tourna plusieurs fois et se rangea le long du trottoir devant une rangée de maisons de ville de Catalina Avenue, près de Verdugo Boulevard. Bosch le dépassa rapidement, prit la première à droite et répéta 2 fois l'opération. Puis il éteignit ses phares avant de tourner à droite une dernière fois pour retrouver la rangée de maisons de ville. Il se gara à son tour le long du trottoir, un demi-pâté de maison derrière le 4x4 de Pratt, et se tassa sur son siège. Et presque aussitôt, il l'aperçut. Sur le trottoir, il regardait à droite et à gauche avant de traverser, sauf qu'il y mettait trop de temps. La rue était dégagée, mais il n'arrêtait pas de regarder en avant et en arrière. Ou bien il cherchait quelqu'un, ou bien il essayait de voir si on ne le suivait pas. Bosch savait qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que de suivre un flic qui s'attend à l'être. Il se tassa encore plus sur son siège. Pratt commença enfin à traverser la rue sans cesser pour autant de regarder devant et derrière lui. Et quand il arriva sur le trottoir d'en face, il se retourna et monta dessus à reculons. Et fit encore quelques pas en marche arrière en regardant dans les deux directions. Et arrêta son regard sur la voiture de Bosch, et s'y attarda longuement. Bosch se figea. Il ne pensait pas que Pratt l'ait vu, il s'était bien trop baissé, mais il se pouvait qu'il ait reconnu dans la Crown Vic une voiture banalisée de la police, ou l'un des véhicules de l'unité des affaires non résolues. Si jamais il lui prenait l'envie de descendre la rue pour vérifier, Bosch savait qu'il serait pris et n'aurait guère d'explication à lui fournir, ni une arme à lui opposer. Pure routine, Randolph lui avait confisqué son arme de renfort aux fins d'analyse balistique suite à la fusillade avec Robert Foxworth. Pratt se mit à marcher vers la voiture de Bosch. Celui-ci attrapa la poignée de la portière. Si besoin était, il dégagerait de la voiture et se mettrait à courir dans la direction de Verdugo Avenue, où il y avait toujours des gens et de la circulation. Mais brusquement, Pratt s'arrêta, son attention attirée par quelque chose dans son dos. Il se retourna et regarda en haut des marches de la maison de ville devant laquelle il s'était tenu quelques instants auparavant. Bosch suivit son regard et vit que la porte d'entrée de la maison était entr'ouverte et qu'une femme regardait dehors et lui faisait de grands signes en souriant. Elle se cachait derrière la porte, mais on voyait bien une de ses épaules dénudée. Pratt lui ayant dit quelque chose et fait signe de rentrer, la jeune femme changea d'expression. Elle fit la moue et lui tira la langue. Puis elle disparut, mais laissa la porte ouverte d'une dizaine de centimètres. Bosch regretta de ne pas avoir son appareil photo, mais celui-ci était dans sa voiture à Echo Park.
Cela dit, il n'avait pas besoin d'une preuve photographique pour savoir qu'il connaissait la femme sur le pas de la porte, et que non, ce n'était pas l'épouse de Pratt, dont il avait fait la connaissance lors d'une fête donnée récemment à la brigade, lorsque Pratt avait annoncé son départ en retraite. Pratt regarda encore une fois dans la direction de la Crown Vic, hésita, mais finit par se retourner vers la maison. Puis il monta l'escalier, franchit la porte ouverte et la referma derrière lui. Bosch attendit, et comme il s'y attendait, vit Pratt tirer un rideau et jeter un coup d'œil dans la rue. Bosch resta baissé, tandis que Pratt laissait longuement traîner son regard sur la voiture. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait attiré son attention, mais Bosch devina que l'attrait d'une partie de jambes en l'air illicite avait fini par l'emporter sur son désir d'examiner la voiture de plus près. Il y eut de l'agitation lorsque Pratt fut tiré en arrière et se détourna de la fenêtre, le rideau finissant par se remettre en place. Bosch se redressa aussitôt, remit la voiture en route et fit un demi-tour complet à partir du trottoir. Il prit à droite dans Verdugo Boulevard et se dirigea vers Hollywood Way. Il était évident que la Crown Vic avait été repérée. Pratt allait la rechercher activement dès qu'il serait sorti. Mais l'aéroport de Burbank n'était pas loin. Bosch se dit qu'il pourrait l'y laisser, prendre un véhicule de location et être de retour à la maison de Catalina Avenue en moins d'une demi-heure. Tout en conduisant, il essaya de situer la femme qu'il avait vue regarder dehors à la porte de la maison. Il eut recours à quelques exercices de relaxation intellectuelle dont il s'était servi lorsque les tribunaux avaient accepté qu'on mette certains témoins sous hypnose. Il se concentra bientôt sur le nez et la bouche de la jeune femme, les parties de son corps qui avaient mis en alerte ses facultés de reconnaissance. Le résultat fut vite atteint. C'était une jeune et jolie employée qui travaillait au bout du couloir de l'unité des affaires non résolues, au bureau du personnel, connu de la piétaille sous le nom d'embauche et débauche, parce que c'était un endroit où ces deux choses se produisaient. Pratt pêchait dans des eaux interdites et attendait la fin de l'heure de pointe dans un petit nid d'amour. Pas mal vu quand on en avait un et qu'on pouvait en jouir en douce. Bosch se demanda si Madame Pratt était au courant des activités hors programme de son époux. Il entra dans l'aéroport et gagna les files du service voiturier en se disant que ce serait le plus rapide. L'homme en rouge qui lui prit la Crown Vic lui demanda quand il comptait revenir. « Je ne sais pas », dit Bosch, qui n'avait pas réfléchi à la question. « Il faut que j'écrive quelque chose sur le reçu. »« Demain », répondit Bosch, « si j'ai de la chance. » Il regagna Catalina Avenue en 35 minutes. Il longea la rangée de maisons de ville au volant de sa Taurus de location et vit que la Jeep de Pratt était toujours garée le long du trottoir. Cette fois, il trouva une place de stationnement au nord de la maison et s'y rangea. Il se tassa encore une fois sur son siège et, tout en surveillant ce qui se passait, alluma le portable qu'il avait loué avec le véhicule. Puis il fit le numéro de Rachel Walling, mais n'eut droit qu'à sa boîte vocale. Il mit fin à l'appel sans laisser de message. Pratt ne ressortit de la maison qu'à la nuit noire. Il se tint sous un lampadaire devant l'alignement de maisons, et Bosch remarqua qu'il portait d'autres vêtements. Il avait enfilé un jean et un polo à manches longues. Ce changement vestimentaire lui fit comprendre que sa liaison avec la fille du bureau d'embauche et débauche allait probablement plus loin qu'une partie de jambes en l'air de temps à autre. Monsieur avait des habits chez elle. Pratt regarda encore une fois la rue dans les deux sens, ses yeux s'attardant plus longtemps côté sud, là où la Crown Vic avait attiré son attention plus tôt. Apparemment satisfait de constater qu'elle avait disparu et que personne ne l'observait, il monta dans sa Commander et déboîta bientôt du trottoir. Il fit un demi-tour complet et prit vers le sud en direction de Verdugo Boulevard, puis il tourna à droite. Bosch savait que, s'il voulait savoir s'il était suivi, Pratt ralentirait dans le boulevard et jetterait un coup d'œil dans son rétroviseur pour voir si une voiture n'allait pas déboucher de Catalina Avenue et venir dans sa direction. Il fit donc lui aussi un demi-tour complet et prit vers le nord pour rejoindre Clark Avenue. Puis il tourna à gauche et poussa le pauvre moteur de la Taurus à fond. Il traversa 5 carrefours et, arrivé dans California Street, tourna vite à gauche. C'était risqué. Pratt pouvait être déjà loin, mais Bosch devait risquer le coup. Découvrir la Crown Vic avait foutu les jetons au patron.
Il devait être en alerte maximale. Bosch ne s'était pas trompé. Au moment même où il arrivait dans Verdugo Boulevard, il vit la commandeur argentée de Pratt lui passer devant le nez. Il était clair que Pratt avait ralenti dans le boulevard afin de voir si on ne le suivait pas. Bosch le laissa prendre un peu d'avance et tourna à droite pour le suivre. Pratt ne tenta plus aucune autre manœuvre d'évitement après cette première tentative destinée à casser la filature. Il resta dans Verdugo Boulevard, passa dans North Hollywood, puis il prit vers le sud, dans Cahuenga. Bosch faillit le perdre à l'embranchement, mais grilla le feu. Il était maintenant clair que Pratt ne rentrait pas chez lui. Bosch savait qu'il habitait au nord de la vallée, soit dans la direction opposée. Pratt filant vers Hollywood, Bosch se dit qu'il avait tout simplement l'intention de retrouver les autres membres de la brigade chez Nat, mais arrivé au milieu du col de Cahuenga, il prit à droite dans Woodrow Wilson Drive, et Bosch sentit aussitôt son cœur se mettre à battre un cran plus fort. C'était vers chez lui que Pratt se dirigeait. Woodrow Wilson Drive grimpe dans les hauteurs des Santa Monica Mountains, un virage en épingle à cheveux après l'autre. La rue est peu fréquentée, la seule manière d'y filer un véhicule étant de le faire tout feu éteint et en se tenant à un tournant de distance des stops de la voiture qu'on suit. Ces tournants, Bosch les connaissait comme sa poche. Après avoir vécu plus de 15 ans dans Woodrow Wilson Drive, il pouvait les prendre en dormant à moitié, ce qui lui arrivait à l'occasion. Mais y filer Pratt, qui était officier de police et craignait une filature, présentait une difficulté particulière. Bosch décida de rester à 2 virages de distance. Cela voulait dire qu'il perdrait de vue les stops de la Jeep de temps à autre, mais jamais très longtemps. Arrivé à 2 tournants de chez lui, il se mit en roue libre, la Taurus de location finissant par s'arrêter avant le virage. Bosch en descendit, ferma doucement sa portière et remonta la pente au petit trot, en restant tout au bord de la haie qui protégeait la maison et l'atelier d'un peintre célèbre habitant près de chez lui. Il la longea jusqu'au moment où il aperçut le 4x4 de Pratt. Ce dernier s'était garé le long du trottoir, 2 maisons avant la sienne. Il avait éteint ses phares et semblait se contenter de rester là, à observer sa maison. Bosch la regarda et vit de la lumière aux fenêtres de la cuisine et de la salle à manger. Il aperçut aussi l'arrière d'un véhicule qui sortait de sous l'auvent à voiture. Il reconnut la Lexus et comprit que Rachel Walling était arrivée. L'idée qu'elle puisse l'attendre lui remonta le moral, mais il se méfiait de ce que Pratt pouvait avoir derrière la tête. Il donnait l'impression de faire la même chose que la veille au soir, à savoir surveiller et essayer de déterminer si Bosch était chez lui ou pas. Bosch entendit une voiture derrière lui. Il fit demi-tour en direction de la Taurus comme s'il faisait sa petite promenade du soir. La voiture le croisa lentement, Bosch se retournant aussitôt après pour se rabattre vers la haie. Au moment où la voiture arrivait derrière la Jeep de Pratt, ce dernier redémarra en trombe en rallumant ses phares. Bosch repartit en courant vers la Taurus de location, sauta dedans, déboîta du trottoir et, tout en conduisant, appuya sur la touche rappel de son portable de location, le téléphone de Rachel se mettant bientôt à sonner. Cette fois, elle décrocha. « Oui ? Rachel, c'est moi, Harry. Tu es chez moi ? Oui, je t'attends. Sors vite, je passe te prendre, dépêche-toi. Harry, qu'est-ce que... Sors et prends ton arme, tout de suite. » Il coupa la communication et s'arrêta devant sa maison. Il vit la lumière des stops disparaître dans le virage suivant, mais il savait que c'était ceux de la voiture qui avait flanqué la trouille à Pratt. Celui-ci se trouvait plus loin devant. Bosch se tourna et regarda la porte de chez lui, prêt à donner un coup de klaxon, mais déjà Rachel arrivait. « Ferme la porte !» lui cria-t-il par la vitre ouverte côté passager. Rachel claqua la porte et se dépêcha de rejoindre la Taurus. « Monte, vite !» Elle sauta dans la voiture, Bosch démarrant avant même qu'elle ait fini de fermer sa portière. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Il lui fit un bref résumé de la situation en filant à toute allure dans les virages qui montent vers Mulholland Drive. Il lui révéla que le manipulateur n'était autre que son patron, Abel Pratt, et que c'était lui qui avait planifié tout ce qui s'était passé dans Beechwood Canyon. Il lui dit enfin que c'était le 2e soir d'affilée que Pratt surveillait sa maison. « Comment le sais-tu ?»« Je le sais, c'est tout. Je pourrais tout prouver plus tard. Pour l'instant, c'est un fait. »« Qu'est-ce qu'il faisait devant chez toi ?»« Je sais pas. Il devait essayer de voir si j'y étais, enfin, j'imagine. »« Ton téléphone a sonné. »« Quand ?»«
Juste avant que tu m'appelles sur mon portable, je n'ai pas répondu. C'était sans doute lui. Il se passe quelque chose. » Ils sortirent du dernier virage et arrivèrent au croisement à 4 stops de Mulholland. Bosch vit les feux arrière d'un gros véhicule au moment où celui-ci disparaissait sur la droite, une autre voiture montant vers le stop. C'était celle qui avait obligé Pratt à partir. Elle traversa l'intersection et fila tout droit. « La première bagnole est sans doute celle de Pratt, » reprit Bosch. « Il a tourné à droite. » Arrivé au stop, Bosch tourna à droite à son tour. Mulholland Drive suit tel un serpent la ligne de crête des montagnes à travers toute la ville. Les virages y sont plus doux et moins raides que ceux de Woodrow Wilson. Cette voie est aussi plus animée, des tas de fêtards s'y attardant le soir. Il allait pouvoir suivre Pratt sans éveiller beaucoup de soupçons. Ils eurent vite fait de rattraper la voiture qui avait tourné et eurent la confirmation qu'il s'agissait bien de la Commander de Pratt. Bosch le laissa prendre de l'avance et le suivit tout le long de la ligne de crête pendant encore 10 minutes. Sous leurs yeux, les lumières de la vallée scintillaient côté nord. La nuit était claire et l'on pouvait voir jusqu'aux formes ombreuses des montagnes à l'autre bout du tapis de lumière. Ils restèrent dans Mulholland Drive jusqu'au croisement de Laurel Canyon Boulevard et continuèrent vers l'ouest. « J'étais venu chez toi pour te dire au revoir, » dit brusquement Rachel. « Je sais. »« Je comprends, » lui répondit Bosch après un moment de silence. « Je ne crois pas, non. Tu n'as pas aimé la façon dont je me suis comporté aujourd'hui, la manière dont je me suis attaqué à Waits. Je ne suis pas l'homme que tu croyais. J'ai déjà entendu ça, Rachel. C'est pas ça, Harry. Personne n'est jamais l'homme qu'on croit. Ça, je peux m'en débrouiller. Mais une femme doit se sentir en sécurité quand elle est avec un homme. Et ça inclut les moments où ils ne sont pas ensemble. Comment veux-tu que je me sente en sécurité quand je vois comment tu travailles? Et je l'ai vu, de mes yeux vus. Que ce soit ou ne soit pas la façon dont je m'y prendrai moi n'a aucune importance. Ce n'est pas de flic à flic que je te parle. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je ne me sentirai jamais à l'aise et en sécurité. C'est que tous les soirs, je me demanderai si c'est le dernier où je te verrai rentrer à la maison. Et ça, je peux pas. Bosch se rendit compte qu'il appuyait trop fort sur l'accélérateur. Les paroles de Rachel l'avaient poussé à écraser le champignon sans même qu'il en ait conscience. Il se rapprochait trop de Pratt. Il ralentit et laissa une centaine de mètres entre sa voiture et les stops de la Jeep. « Le métier est dangereux, dit-il. Je pensais que toi, plus qu'une autre, pourrais le comprendre. » « Je le comprends, Harry. Je le comprends, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est de la témérité. Je ne veux pas me faire du souci pour quelqu'un qui est imprudent. Il y a déjà assez de soucis à se faire sans ça. » Bosch souffla fort et lui montra d'un geste les stops qui dansaient devant eux. « Bien, dit-il, nous reparlerons de ça plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de nous concentrer là-dessus. » Comme s'il répondait à un signal, Pratt prit à gauche toute dans Coldwater Canyon Drive et entama la descente vers Beverly Hills. Bosch attendit aussi longtemps qu'il pouvait avant de prendre la même direction. « Bon, dit-il, mais je suis quand même content de t'avoir avec moi. » « Pourquoi ? » « Parce que s'il finit par s'arrêter à Beverly Hills, je n'aurai pas besoin d'appeler les flics du coin, vu que je suis avec un agent fédéral. »« Contente de servir à quelque chose, lui renvoya-t-elle. »« T'as ton arme avec toi ? » ?»« Toujours. Tu n'as pas la tienne ? » ?»« Elle fait partie des éléments de la scène de crime. Je sais pas quand je vais pouvoir la récupérer. Et c'est le 2e flingue qu'ils me prennent cette semaine. Ça doit être un genre de record. Celui du plus grand nombre de flingues perdus dans un échange de coups de feu débridés. » Il lui coula un regard pour voir s'il commençait à lui taper sur les nerfs. Elle n'en montra rien. « Il tourne, dit-elle. » Il concentra de nouveau son attention sur la route et vit s'allumer le clignotant gauche de la Commander. Pratt prit son tournant, Bosch poursuivant sa route. Rachel se baissa de façon à pouvoir regarder le nom de la rue par la vitre. « Gloaming Drive, dit-elle. On est toujours dans les limites de la ville. »« Oui. Gloaming Drive redescend très bas, mais c'est une voie sans issue. J'y suis déjà allé. » La rue suivante était Stuart Lane. Bosch la prit pour faire demi-tour et remonter vers Gloaming. « T'as une idée de l'endroit où il pourrait aller ?» demanda Rachel. « Aucune, non. Chez une autre petite copine, pour ce que j'en sais. » Gloaming Drive était aussi une route de montagne en lacets, mais là s'arrêtait la ressemblance avec Woodrow Wilson Drive. Dans Gloaming Drive, les maisons coûtaient facilement $1 million, et tout était entouré de pelouses joliment entretenues
et de haies si parfaitement taillées qu'aucune feuille n'en dépassait. Bosch la parcourut lentement, en cherchant la commandaire argentée des yeux. « Là !» s'écria Rachel, en lui montrant une jeep garée sur le terre-plein circulaire d'un vrai château de style français. Ils descendirent de voiture et repartirent en arrière. « West Coast Choppers, dit-elle. » Elle n'avait pas vu le devant de son sweat quand il conduisait. Ça m'a aidé à me fondre dans la nature au cours d'une affaire. Pas mal. Ma fille m'a vu le porter un jour. Je lui ai raconté que c'était mon dentiste qui me l'avait donné. Le portail de l'allée était ouvert. La boîte à lettres en fonte ne comportait pas de nom. Bosch l'ouvrit et regarda à l'intérieur. Ils avaient de la chance, l'inconnu avait du courrier. Un petit paquet de lettres, entouré par un élastique. Bosch le sortit de la boîte et inclina l'enveloppe du haut vers la lumière d'un lampadaire voisin afin d'y lire l'adresse. « Maurice... C'est la maison de Maurice Swann, dit-il. « Pas mal la baraque, dit Rachel. J'aurais peut-être dû faire avocat de la défense. C'est vrai que pour travailler avec des criminels, t'aurais été génial. Va te faire foutre, Harry Bosch. » Les plaisanteries s'arrêtèrent lorsque se fit entendre une voix forte provenant de derrière la haie qui longeait le terre-plein circulaire et se continuait sur le côté gauche de la maison. « J'ai dit de sauter !» S'ensuivit un bruit d'éclaboussure, Bosch et Walling partant aussitôt dans sa direction. Bosch examina la haie dans l'espoir d'y trouver une ouverture. Il ne semblait pas y en avoir sur le devant. Lorsqu'ils se rapprochèrent, il fit signe à Rachel de suivre la haie sur la droite, tandis qu'il partait sur la gauche. Il remarqua qu'elle avait sorti son arme et la tenait le long de sa jambe. Haute d'au moins 3 mètres, la haie était si épaisse qu'il ne voyait aucune lumière autour de la piscine ou dans la maison. Mais en l'allongeant, il entendit encore des bruits d'éclaboussures et des voix, dont l'une était celle d'Abel Pratt. Ces voix étaient toutes proches. « Je vous en prie, je ne sais pas nager, je n'ai pas pied. »« Alors pourquoi avez-vous une piscine ? Allez, continuez de barboter. »« S'il vous plaît, je ne vais pas... Pourquoi voulez-vous que j'en parle à quiconque ? Vous êtes avocat, et les avocats, ça aime bien jouer tous les coups possibles. Je vous en prie, que je vous dise, si jamais j'ai même seulement l'ombre d'un soupçon que vous allez me faire un coup en vache, la prochaine fois, ça ne sera plus la piscine. Ça sera le Pacifique, bordel. Vous comprenez ? » Bosch arriva près d'une construction abritant sur une dalle en béton le chauffage de la piscine et la pompe du filtre. Il y avait aussi une petite ouverture dans la haie pour laisser passer un ouvrier d'entretien de la piscine. Il s'y glissa et passa sur le carrelage entourant un grand bassin ovale. Il se trouvait maintenant quelques mètres derrière Pratt qui, debout sur le bord de la piscine, regardait un homme dans l'eau. Pratt tenait dans sa main une grande perche bleue munie d'une sorte de crochet. L'appareil servait à ramener au bord tout individu en danger, mais Pratt le tenait juste hors de portée de l'homme dans l'eau. Celui-ci essayait désespérément de l'attraper, mais Pratt l'éloignait chaque fois d'un coup sec. Il n'était pas facile de reconnaître Maurice Swann en l'homme qui s'agitait dans l'eau. Toutes les lumières étant éteintes, le bassin était plongé dans l'obscurité. Swann n'avait plus ses lunettes, et ses cheveux semblaient avoir glissé à l'arrière de son crâne telle une coulée de boue. Sur son crâne chauve et luisant, on voyait une bande adhésive destinée à maintenir sa perruque en place. Bosch était couvert par le bruit de la pompe. Il put ainsi se retrouver à 1,50 m de Pratt avant de parler. « Qu'est-ce qui se passe, patron ?» lança-t-il enfin. Pratt abaissa vite la perche pour que Swann puisse en saisir le crochet. « Tenez bon, Maury !» cria-t-il. « Tout va bien !» Swann s'empara du crochet, Pratt se mettant aussitôt à le tirer vers le bord du bassin. « Je vous tiens, Maury !» ajouta Pratt. « Vous inquiétez pas. » « Pas la peine de me faire le coup du maître nageur, lâcha Bosch. J'ai tout entendu. » Pratt marqua une pause et regarda Swann dans l'eau. Celui-ci n'était plus qu'à 1 mètre du bord. « Dans ce cas, » dit Pratt en lâchant la perche et passant vite la main dans son dos au niveau de la ceinture. « Non !» cria Walling. Elle aussi avait trouvé le moyen de passer au travers de la haie et, debout de l'autre côté du bassin, braquait son arme sur Pratt. Celui-ci se figea et sembla se demander s'il allait dégainer ou pas. Bosch s'approcha dans son dos et lui arracha son arme de la ceinture. « Harry !» cria Rachel. « Je le surveille. Occupe-toi de l'avocat. » Swann était en train de couler et la perche bleue avec lui. Bosch gagna vite le bord du bassin, attrapa la perche et ramena Swann à la surface. L'avocat se mit à tousser et à cracher de l'eau. Il s'agrippa à la perche,
Bosch le conduisant vers l'extrémité de la piscine où l'eau était peu profonde. Arrivé derrière Pratt, Rachel lui ordonna de mettre les mains derrière la tête. Maury Swann était nu. Il remonta les marches du bassin en couvrant ses couilles ratatinées d'une main et tentant de remettre sa perruque de l'autre. Puis il renonça, arracha et jeta cette dernière sur le pourtour en carrelage où elle atterrit avec un ploc mouillé. Il alla vers un tas de vêtements posés près d'un banc et commença à se rhabiller alors même qu'il était encore complètement trempé. « Bon, alors qu'est-ce qui était en train de se passer, Maury ?» lui demanda Bosch. « Rien qui vous concerne. » Bosch hocha la tête. « Je vois, dit-il. Un mec vient ici pour vous flanquer à l'eau et vous regardez vous noyer, comme qui dirait que ça pourrait ressembler à un suicide ou à un accident, et vous ne voulez pas qu'on se sente concerné. C'était juste un désaccord. Il n'essayait pas de me noyer, il voulait me faire peur, c'est tout. Cela voudrait-il dire que lui et vous aviez un accord, avant d'avoir ce désaccord? Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi essayait-il de vous faire peur, Maury? Je ne suis pas tenu de répondre à vos questions. Bien, alors peut-être que nous ferions mieux de filer et de vous laisser régler ce désaccord. Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous faites comme vous voulez. Vous savez ce que je pense? Je pense que maintenant que votre client Reynard Waits est mort, il n'y a plus qu'une personne qui puisse relier l'inspecteur Pratt au Garland. Je crois que votre partenaire là-bas, de l'autre côté du bassin, était justement en train de se débarrasser de ce lien parce qu'il commençait à avoir la trouille. Vous seriez au fond de cette piscine si nous n'étions pas passés là par hasard. Vous pouvez penser et faire ce que vous voulez, mais ce que je vous dis, moi, c'est que nous avions un désaccord. Il passait ici par hasard pendant que je faisais ma petite baignade nocturne, et nous avons eu un désaccord. Je croyais que vous ne saviez pas nager, Maury. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai fini de parler avec vous, inspecteur. Vous pouvez quitter ma propriété tout de suite. Non, Maury, pas tout de suite. Pourquoi ne finiriez-vous pas de vous habiller pour vous joindre à nous? Bosch le laissa se battre avec le pantalon en soie dans lequel il essayait de faire entrer ses jambes mouillées. À l'autre bout du bassin, Pratt était maintenant menotté et assis sur un banc en ciment. « Je ne dirai plus rien avant de pouvoir parler avec un avocat, lança-t-il. « Eh bien, mais là-bas, il y en a justement un, en train de s'habiller, lui répondit Bosch. « Vous pourriez peut-être le prendre ?»« Je ne parlerai pas, Bosch, répéta Pratt. « Bonne décision, lança Swann. « Règle numéro 1, ne jamais parler aux flics. » Bosch regarda Rachel et rit presque. « Non mais tu le crois ?» lui lança-t-il. « Il y a 2 minutes, notre bonhomme essayait de le noyer, et maintenant c'est l'autre qui lui donne des conseils juridiques gratis. »« Et de bon !» précisa Swann en se dirigeant vers eux. Bosch remarqua que ses habits collaient à son corps mouillé. « Je n'essayais pas de le noyer, dit Pratt. J'essayais de l'aider. Mais c'est tout ce que je vais dire. » Bosch regarda Swann. « Remontez votre braguette, Maury. Et venez donc vous asseoir ici, dit-il en lui montrant une place sur le banc à côté de Pratt. « Non, je ne pense pas, lui rétorqua Swann. Il fit un pas vers la maison, mais Bosch en fit 2, lui barra la route et le renvoya vers le banc. « Asseyez-vous, dit-il. Vous êtes en état d'arrestation. »« Et pourquoi donc ?» s'écria Swann, indigné. « Double assassinat. Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation. » Swann rit comme s'il avait affaire à un enfant. Maintenant qu'il était rhabillé, il retrouvait un peu de sa superbe. Et de quels assassinats s'agirait-il? Ceux de l'inspecteur Fred Olivas et de l'adjoint Derek Doolan. Swann hocha la tête, son sourire intact sur la figure. Je dois donc en conclure que ces accusations tombent sous le coup de la loi sur l'homicide indirect, étant donné qu'il ne manque pas de preuves pour montrer que nous n'avons pas réellement tiré les balles qui ont tué Olivas et Doolan. C'est toujours chouette de traiter avec un avocat, dit Bosch. Je déteste être obligé d'expliquer le droit sans arrêt. Dommage que le droit doive vous être expliqué à vous, inspecteur Bosch. Sachez que cette loi n'est applicable que lorsque quelqu'un est tué pendant l'exécution d'un autre crime. Si pareille condition est remplie, alors oui, les individus qui ont conspiré dans ce crime peuvent être accusés de meurtre. Bosch acquiesça d'un signe de tête. « Ça je sais, dit-il, et je vous tiens. Dans ce cas, ayez donc la gentillesse de me dire quel crime j'ai conspiré à commettre. » Bosch réfléchit un instant avant de répondre. « Et si on disait parjure et entrave à la justice? On pourrait commencer par là, et passer au crime de corruption de fonctionnaire.
voire à celui d'aide et protection à un individu qui s'évade alors qu'il est en détention légale. On pourrait aussi en finir là, le reprit Swann. Je représentais mon client. Je n'ai commis aucun de ces crimes et vous n'avez pas la moindre preuve que je l'aurais fait. Arrêtez-moi et ce sera votre perte et ne vous occasionnera que de l'embarras. Sur quoi il se leva et lança « Je vous salue tous ». Bosch avança et lui posa la main sur l'épaule. « Asseyez-vous, bordel de merde, vous êtes en état d'arrestation. Je laisserai le soin au procureur de déterminer s'il y a crime indirect. Moi, ça m'est complètement égal. En ce qui me concerne, 2 flics sont morts, et ma coéquipière va devoir mettre fin à sa carrière à cause de vous, Maury. Bref, allez vous faire mettre. » Il regarda Pratt par-dessus son épaule et vit que celui-ci était toujours assis, affichant un petit sourire. « C'est toujours bon d'avoir un avocat sous la main, Harry, » dit Pratt. « Je crois que Maury soulève un point intéressant. Vous feriez peut-être bien d'y réfléchir avant de commettre une imprudence. » Bosch hocha la tête. « Vous ne vous sortirez pas de ce truc-là, dit-il. Tant s'en faut. » Il attendit un instant, mais Pratt garda le silence. « Je sais que c'est vous qui avez posé le piège, » reprit Bosch. « Tout le truc de Beechwood Canyon, c'est vous. C'est vous qui avez conclu l'affaire avec les Garland. Après quoi vous êtes venu voir Maury ici même, lequel Maury a passé le marché à Waits. Vous avez trafiqué le dossier, après que Waits vous a donné un pseudo à y mettre. Il se peut que Maury soulève un point intéressant sur l'histoire du meurtre indirect, mais avec ça nous en avons plus qu'il faut pour vous accuser d'entrave à la justice. Et si j'y arrive, je vous tiens. Fini les îles, et fini la retraite, patron. Vous vous écrasez en flammes. » Pratt baissa les yeux sur les eaux sombres de la piscine. « Je veux les Garland, et vous pouvez me les donner, » reprit Bosch. Pratt fit non de la tête, sans détourner le regard. « Parfait. Vous faites comme vous voulez, dit Bosch. Allons-y. » Il fit signe à Pratt et à Swann de se lever. Ils obéirent. Bosch retourna Swann de façon à pouvoir lui passer les menottes. Au moment où il le faisait, il regarda Pratt par-dessus l'épaule de l'avocat. « Qui allez-vous appeler pour la caution quand on vous aura coffré? Votre femme ou la fille d'embauche et débauche ?» Pratt se rassit aussitôt comme s'il avait reçu un coup de poing inattendu. Bosch avait gardé ce détail pour la fin. Il maintint la pression. « Laquelle des deux allait vous accompagner dans votre île, dans votre plantation de canne à sucre ?» insista-t-il. « Moi, je dirais... Comment s'appelle-t-elle déjà ? » « Jessie Templeton. Et je vous ai vu me filer quand j'étais chez elle ce soir. » « Oui, et moi je l'ai compris. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est, mademoiselle Jessie Templeton, de toute cette histoire ? Sera-t-elle aussi forte que vous quand j'irai la voir après vous avoir collé en tôle ? » « Bosch, répondit-il, elle n'est au courant de rien. Laissez-la en dehors de tout ça, et ma femme et mes enfants aussi. » Bosch hocha la tête. « Ça ne marche pas comme ça, patron, vous le savez. Nous allons tout mettre sans dessus-dessous, et tout secouer pour voir ce qui tombe. Je vais trouver le fric que les Garland vous ont versé, et j'établirai le lien avec vous, avec Maury Swann, avec tout le monde. J'espère que vous ne vous êtes pas servi de votre petite amie pour planquer le fric, parce que si vous l'avez fait, elle tombera, elle aussi. » Pratt se pencha en avant sur le banc. Bosch eut l'impression que s'il n'avait pas été menotté dans le dos, il se serait servi de ses mains pour se cacher le visage. Bosch s'acharnait sur lui comme un bûcheron sur l'arbre qu'il abat, et l'arbre ne tenait pratiquement plus debout. Encore une petite poussée, et il allait s'effondrer. Bosch poussa Swann vers Rachel, qui le prit par un bras. Bosch se retourna vers Pratt. « Vous avez nourri le mauvais chien, dit-il. » « Ça voudrait dire quoi ? » ?»« Que tout le monde a le choix, et que vous avez fait le mauvais. Le problème là-dedans, c'est qu'on n'est pas seul à payer pour ses bêtises. On entraîne toujours des gens dans sa chute. » Bosch gagna le bord de la piscine et regarda l'eau à ses pieds. Elle scintillait à la surface, mais était d'un noir impénétrable au-dessous. Il attendit, mais il ne fallut pas longtemps pour que l'arbre dégringole. « Il n'y a pas besoin que Jessie soit mêlée à tout ça, ni que ma femme apprenne son existence, » lança Pratt. C'était la première offre de négociation. Pratt allait parler. Bosch donna un coup de pied dans la bordure et se retourna pour le regarder en face. « Je ne suis pas procureur, dit-il, mais je parie qu'on pourra trouver une solution. »« Pratt !» s'écria Swann d'un ton très pressant. « Vous êtes en train de faire une grosse erreur. » Bosch se pencha vers Pratt,
lui palpa les poches jusqu'à ce qu'il trouve les clés de la Commander et les sorte. « Rachel, dit-il, tu veux bien conduire Maître Swann à la voiture de l'inspecteur Pratt? Ça sera mieux pour le transporter. On arrive tout de suite. » Il lui lança les clés. Elle conduisit Maury vers l'ouverture dans la haie par laquelle elle était passée. Elle dut l'y pousser. Il regarda par-dessus son épaule et appela Pratt. « Ne parlez pas à cet homme !» lui cria-t-il. « Vous m'entendez, ne dites plus un mot. Sinon vous nous envoyez droit en prison. » Il continua de lui crier des conseils en franchissant la haie. Bosch attendit d'entendre la portière se refermer sur sa voix. Puis il se tint devant Pratt et remarqua que de la sueur lui coulait depuis la racine des cheveux sur le devant de la figure. « Je ne veux pas que Jessie ou ma famille soient mêlés à cette affaire, » dit Pratt. « Et je veux un marché. Pas de prison. On me permet de prendre ma retraite et de garder ma pension. » Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui a provoqué la mort de 2 personnes. Bosch se mit à faire les 100 pas en essayant de trouver une solution pour que tout le monde y trouve son compte. Rachel revint par l'ouverture dans la haie. Bosch la regarda et s'apprêtait à lui demander pourquoi elle avait laissé Swann sans surveillance lorsqu'elle lui lança « Sécurité enfant, il ne peut pas sortir ». Bosch acquiesça d'un signe de tête et reporta son attention sur Pratt. « Comme je vous le disais, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous nous donnez en échange ?»« Je peux vous donner les Garland, sans problème, » répondit Pratt d'un ton désespéré. « Anthony m'a emmené là-haut il y a 15 jours et m'a conduit au cadavre de la fille. Et Maurice Swann, lui aussi, je peux vous le filer sur un plateau. Ce mec est aussi corrompu que... » Il n'acheva pas sa phrase. « Que vous ?» lui demanda Bosch. Pratt baissa les yeux et hocha lentement la tête. Bosch essaya de mettre tout cela de côté afin d'avoir les idées claires sur l'offre de Pratt. Celui-ci ayant le sang de Freddy Olivas et de l'adjoint Doolan sur les mains, il ne savait pas s'il pourrait convaincre le procureur d'accepter le marché. Il ne savait même pas s'il se sentait capable de l'accepter lui-même. À ce moment-là, cependant, il était prêt à essayer, si cela voulait dire atteindre le type qui avait tué Marie Guesto. « Je ne vous promets rien, » dit-il enfin. « Nous irons voir le procureur. » Puis il passa à la dernière question importante. « Et Olivas et Oshie là-dedans ?» Pratt hocha une fois la tête. « Ils ont le nez propre. » Garland a versé au moins 25 000 $ pour la campagne d'Oshie. Et on a les preuves, lui renvoya Bosch. Il ne faisait que couvrir ses arrières. Si Oshie commençait à avoir des doutes, T-Rex pouvait le garder dans le droit chemin, vu que ça avait l'air d'un pot de vin. Bosch acquiesça et sentit la brûlure de l'humiliation en se remémorant ce qu'il avait pensé d'Oshie et ce qu'il lui avait dit. « Et c'est pas la seule chose sur laquelle vous vous êtes planté, » ajouta Pratt. « Ah bon? Quoi d'autre? Vous dites que c'est moi qui suis allé voir Garland avec cette offre. Je n'ai rien fait de pareil. Ce sont les Garland qui sont venus me voir, Harry. » Bosch hocha encore une fois la tête. Il ne croyait pas à ce que Pratt venait de lui dire, pour la simple raison que si les Garland avaient eu l'idée d'acheter un flic, leur première offre aurait été faite à la source de leur problème, à savoir lui-même. Cela ne s'était pas produit, et lui donnait confiance. Le plan avait bel et bien été ourdi par un Pratt qui essayait de jongler avec sa retraite, un jugement de divorce possible, une maîtresse, et Dieu seul savait quels autres secrets il pouvait encore y avoir dans sa vie. C'était lui qui était allé voir les Garland avec l'offre. Et c'était encore lui qui était allé voir Maurice Swann. « Vous n'aurez qu'à raconter tout ça au procureur, dit-il. Peut-être que ça l'intéressera. » Puis il jeta un coup d'œil à Rachel, qui acquiesça. « Rachel, dit-il, tu emmènes Swann avec la Jeep. Moi, je prends l'inspecteur dans ma voiture. Je veux qu'ils soient séparés. »« Bonne idée, dit-elle. » Bosch fit signe à Pratt de se lever. « Allons-y, lança-t-il. » Pratt se leva et se retrouva nez à nez avec Bosch. « Harry, dit-il, il faut d'abord que vous sachiez un truc. »« Oui, quoi ?»« Personne n'était censé souffrir, d'accord ? C'était le plan parfait pour que personne n'ait à pâtir de quoi que ce soit. C'est Waits qui a tout fait tourner en eau de boudin là-haut dans les bois. S'il s'était contenté de faire ce qu'on lui avait dit, tout le monde serait encore en vie et tout le monde serait content. Même vous. Vous auriez résolu l'affaire Guesto. Fin de l'histoire. C'est comme ça que c'était censé marcher. » Bosch dut faire un effort pour réfréner sa colère. « Joli conte de fées, dit-il. Sauf pour la partie où la princesse ne se réveille pas
et celle où le véritable assassin se fait la malle, tout le monde est heureux à jamais. Vous feriez bien de vous accrocher à cette fable, patron. Qui sait si un jour vous ne finirez pas par vous en accommoder. » Sur quoi il le prit brutalement par le bras et le conduisit vers l'ouverture dans la haie. Éco-Parc. À 10 heures du matin, le lundi suivant, Abel Pratt quittait sa voiture pour traverser la pelouse bien verte d'Éco-Parc et gagner un banc, où un vieil homme était assis sous les bras protecteurs de la Dame du Lac. 5 pigeons s'étaient posés sur les épaules et les mains à la paume tournée en l'air de la statue, et un sur sa tête, mais elle ne montrait aucun signe d'agacement ou de lassitude. Pratt glissa son journal plié dans la poubelle qui débordait juste à côté de la statue et s'assit à côté du vieil homme. Il regarda les eaux calmes de Lake Echo qui s'étendaient devant eux. Le vieil homme, qui tenait une canne près de son genou et portait un costume 3 pièces marron avec une pochette de même couleur, fut le premier à parler. « Je me rappelle l'époque où l'on pouvait amener sa famille ici le dimanche sans avoir à s'inquiéter d'être assassiné par les jeunes d'un gang. » Pratt s'éclaircit la gorge. « C'est ça qui vous inquiète, monsieur Garland, les jeunes des gangs ? Que je vous donne un tuyau. C'est l'une des heures les plus sûres de la journée dans n'importe quel quartier de la ville. Les 3/4 de ces jeunes des gangs ne sortent pas du lit avant l'après-midi. C'est pour ça que lorsque nous allons les arrêter avec un mandat, nous le faisons le matin. On les attrape toujours au lit. » Garland hocha la tête d'un air approbateur. « C'est bon à savoir. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est vous, inspecteur Pratt. L'affaire était réglée. Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Pratt se pencha en avant et examina le parc. Il scruta les tables de l'autre côté du lac, celles où s'installent les vieux qui jouent au domino. Puis son regard glissa sur les voitures garées le long du trottoir qui longeait le parc. « Où est Anthony ?» demanda-t-il. « Il arrive. Il prend ses précautions. » Pratt hocha la tête. « Les précautions, c'est bien, » dit-il. « Je n'aime pas cet endroit, » reprit Garland. « C'est plein de gros laits, et vous faites partie du lot. Pourquoi sommes-nous ici ?»« Minute !» lança une voix derrière eux. « Ne dis plus rien, papa. » Anthony Garland s'était approché d'eux par leur angle mort. Il sortit de derrière la statue et gagna le banc au bord de l'eau. Puis il se tint devant Pratt et lui fit signe de se lever. « Debout !» dit-il. « Qu'est-ce que ça signifie ?» protesta faiblement Pratt. « Debout, c'est tout. » Pratt fit ce qu'on lui demandait. Anthony Garland sortant un petit scanner électronique de la poche de son blazer et le passant le long du corps de Pratt de la tête aux pieds. « Si vous avez un MST, ce truc va me le dire tout de suite. »« Parfait, je me suis toujours demandé si je n'avais pas chopé une maladie sexuellement transmissible. On sait jamais avec les nanas de là-bas, à Tijuana. » Personne ne rit. Apparemment satisfait par son examen, Anthony Garland rangea son scanner. Pratt s'apprêta à se rasseoir. « Attendez !» lui ordonna Garland. Pratt resta debout, Garland se mettant à le palper du haut en bas du corps en guise de seconde précaution. « On ne peut jamais être sûr avec une ordure comme vous, cher inspecteur, dit-il. » Il descendit les mains jusqu'à la taille de Pratt. « C'est mon arme, dit celui-ci. » Garland continua de chercher. « Ça, c'est mon portable. » Les mains descendirent plus bas. « Et ça, c'est mes couilles. » Garland lui palpa les 2 jambes, puis, enfin satisfait, dit à Pratt qu'il pouvait s'asseoir. L'inspecteur regagna sa place à côté du vieil homme. Anthony Garland, lui, resta debout devant le banc, le dos au lac et les bras croisés sur la poitrine. « C'est ok, dit-il. »« Bon, alors, reprit T-Rex Garland, on peut parler. De quoi s'agit-il, inspecteur Pratt ? Je croyais avoir été clair avec vous. Vous ne nous appelez pas, vous ne nous menacez pas, et vous ne nous dites pas où être et quand y être. Sauf que, est-ce que vous seriez venu si je ne vous avais pas menacé ? » Aucun des 2 Garland ne répondant, Pratt hocha la tête avec un petit sourire satisfait. « Je n'insiste pas, dit-il. »« Pourquoi sommes-nous ici ?» voulut savoir le vieil homme. « Je vous ai déjà expliqué tout ça clairement, je ne veux pas que mon fils soit éclaboussé par cette histoire. Pourquoi fallait-il qu'il soit présent à ce rendez-vous ?
Eh bien, parce qu'il m'a, disons, beaucoup manqué depuis notre petite balade dans les bois. Nous sommes liés, n'est-ce pas, Anthony? Celui-ci garda le silence. Pratt poursuivit. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand un mec vous conduit à un cadavre dans les bois, normalement, on se sépare pas trop. Mais là, j'ai pas eu de nouvelles d'Anthony depuis que nous sommes montés en haut de Beechwood Canyon ensemble. Je ne veux pas que vous parliez à mon fils, dit T-Rex Garland. Vous ne lui parlez pas. On vous a acheté et payé, inspecteur, vous comprenez? Ceci est la seule fois où vous aurez demandé à me voir. C'est moi qui vous appelle, pas l'inverse. Le vieil homme n'avait pas jeté un seul coup d'œil à Pratt en parlant. Il avait la tête baissée et regardait le lac. Le message était clair, Pratt ne méritait même pas son attention. « Oui, bon, tout ça c'était très bien, mais la situation a changé, dit Pratt. Au cas où vous n'auriez pas lu les journaux ou regardé les infos à la télé, tout a tourné en eau de boudin. » Le vieil homme resta assis, mais tendit les bras en avant, les deux mains posées sur la tête de dragon en or poli qui servait de pommeau à sa canne. Puis il parla, calmement. « À qui la faute, hein? Vous nous aviez dit que l'avocat et vous seriez capables d'empêcher Reinhard Waits de dévier de la route tracée. Vous nous aviez dit que personne n'en pâtirait. Pour vous, c'était une opération propre. Et maintenant, regardez-moi un peu à quoi vous nous avez mêlés. » Pratt mit quelques instants avant de répondre. « Mêlés? C'est vous qui vous êtes mêlés de cette histoire. Vous vouliez quelque chose, et c'est moi qui vous l'ai fourni. Que ce soit la faute de celui-ci ou celui-là, l'essentiel est que maintenant, j'ai besoin d'une rallonge. » T-Rex Garland hocha lentement la tête. « On vous a versé $1 million, que j'ai dû partager avec Maurice Swan, » lui répliqua Pratt. « Vos coûts de sous-traitance ne me concernaient et ne me concernent toujours pas. Le paiement avait pour condition que tout se déroule sans accroc. Waits portait le chapeau, l'affaire était close. Sauf que maintenant, il y a des complications, et une enquête en cours à laquelle il faut faire face. Là encore, ça ne me concerne pas. Notre affaire à nous est close. » Pratt se pencha en avant et posa les coudes sur ses genoux. « Pas tout à fait, T-Rex, dit-il. Et vous feriez peut-être mieux de vous sentir concerné. Parce que vous savez qui m'a rendu visite vendredi soir? Harry Bosch. Et il était accompagné par un agent du FBI. Et ils m'ont emmené voir M. Rick Hoshi. Il se trouve qu'avant que Bosch ne le dégomme, ce petit salaud de Waits lui a dit qu'il n'avait pas liquidé Marie Guesto. Ce qui vous remet Bosch aux fesses, jeune homme, et met tout le monde aux miennes. Ils ont pratiquement tout pigé dans l'histoire, et ont fait le lien entre Maurice Swan et moi. Ils ont juste besoin d'un mec qui leur remplisse les blancs, et comme ils peuvent pas toucher à Swan, ils veulent que ce mec ce soit moi. Ils ont commencé à me mettre la pression. » Anthony Garland grogna et donna des coups de talon dans le sol avec ses escarpins de luxe. « Putain de Dieu !» s'exclama-t-il. « Je savais bien que tout ce truc finirait par... » Son père leva la main pour demander du calme. « Bosch et le FBI n'ont pas d'importance, dit-il. Tout tourne autour de ce qu'Hoshi va faire, et Hoshi, on s'en est occupé. Lui aussi a été acheté et payé, sauf qu'il ne le sait pas encore. Une fois que je l'aurai informé de la situation, il fera ce que je lui dirai, s'il veut toujours être district attorney. » Pratt hocha la tête. « Bosch ne laissera jamais tomber. Il n'a pas laissé tomber pendant 13 ans, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Alors c'est à vous de vous en occuper. C'est votre part du deal. Je me suis occupé d'Hoshi, vous vous occupez de Bosch. Allons-y, fiston. » Sur quoi le vieil homme commença à se lever en s'appuyant sur sa canne. Son fils s'avança pour l'aider. « Minute, dit Pratt, on ne se barre pas. J'ai dit que j'avais besoin de fric et je ne rigole pas. Je m'occuperai de Bosch, mais après il va falloir que je file et disparaisse. Et pour ça, j'ai besoin d'une rallonge. » Anthony Garland pointa un doigt furieux sur Pratt, toujours assis. « Espèce de sale merde !» cria-t-il. « C'est vous qui êtes venu nous voir. Tout ce bazar, c'est vous qui l'avez planifié de A à Z. Vous foncez, vous faites tuer 2 personnes et vous avez le culot de revenir vers nous pour nous demander une rallonge ?» Pratt haussa les épaules et ouvrit les mains. « Ce que j'ai devant moi, c'est un choix, dit-il, comme vous. Je peux rester sans faire de vagues et voir jusqu'où ils vont approcher de moi, ou alors je disparais tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils concluent toujours des marchés avec les petits poissons pour coincer les plus gros. Je ne suis qu'un petit poisson, Anthony.
Le gros poisson, moi je dirais que c'est vous. » Il se retourna pour regarder le vieil homme et ajouta « Et le plus gros de tous les poissons, je dirais que c'est vous. » T-Rex Garland acquiesça d'un signe de tête. L'homme d'affaires pragmatique qu'il était avait brusquement l'air de comprendre la gravité de la situation. « Combien ?» demanda-t-il. « De combien avez-vous besoin pour disparaître ?» Pratt n'hésita pas. « Je veux 1 autre 1 000 000, et vous ferez une bonne affaire en me le filant. Sans moi, ils ne peuvent pas vous toucher, ni vous ni votre fils. Que je disparaisse, et l'affaire disparaît avec moi. Bref, c'est 1 000 000, et le prix n'est pas négociable. Moins que ça, et pour moi, ça ne vaut pas le coup de filet. Je conclus un marché avec eux, et je prends mes risques. »« Et Bosch ?» demanda le vieil homme. « Vous nous avez dit qu'il ne lâcherait pas. Et comme maintenant il sait que Reinhard Waits n'a pas... »« Je m'occuperai de lui avant de partir, » dit Pratt en l'interrompant. « Et ça, je vous le ferai pas payer. » Il mit la main dans sa poche, en sortit un morceau de papier avec des chiffres imprimés dessus et le glissa au vieil homme en travers du banc. « Voilà le numéro de compte et les codes de transfert. Même chose qu'avant. » Il se leva. « Que je vous dise, vous en discutez entre vous. Moi, je vais au hangar à bateau pisser un coup. Je veux une réponse à mon retour. » Il passa devant Anthony, tout près, les deux hommes s'assassinant d'un regard plein de haine. Harry Bosch observait les écrans dans le van de surveillance. Le FBI avait passé toute la nuit à installer des caméras dans 8 endroits du parc. Un pan entier de l'intérieur du van était couvert d'écrans numériques montrant sous une multitude d'angles T-Rex Garland assis sur le banc et son fils resté debout qui attendait le retour d'Abel Pratt. Les caméras avaient été placées sur 4 réverbères du parc, dans 2 parterres de fleurs, dans le faux phare monté au sommet du hangar à bateau et dans le faux pigeon perché sur la tête de la Dame du Lac. En plus, les techniciens du bureau avaient installé des capteurs à micro-ondes tous braqués sur le banc. Le balayage son était renforcé par des micros directionnels planqués dans le faux pigeon, un parterre de fleurs et le journal plié que Pratt avait déposé dans la poubelle voisine. Un ingénieur du bureau appelé Jerry Houghton était assis dans le van et un énorme casque sur les oreilles régulait les entrées audio pour avoir le son le plus propre possible. Bosch et les autres avaient déjà pu observer Pratt et les Garland et entendre leur conversation mot pour mot. Les autres étaient Rachel Walling et Rick Hoshi. Le procureur était assis au centre, tous les écrans vidéo devant lui. C'était son spectacle à lui. Walling et Bosch avaient pris place à ses côtés. Hoshi ôta son casque. « Qu'est-ce qu'il faut en penser ?» demanda-t-il. « Il va appeler, je lui dis quoi ?» Sur 3 des écrans, on voyait Pratt sur le point d'entrer dans les toilettes du parc. D'après le plan, il devait attendre d'y être seul pour appeler le van sur son portable. Rachel descendit ses écouteurs autour de son cou, Bosch en faisant bientôt autant. « Je ne sais pas, dit-elle, c'est à vous de décider, mais côté aveu dans l'affaire Guesto, on n'a pas grand-chose du fils Garland. » « C'est bien ce que je pense. »« Je ne sais pas, » lança Bosch à son tour. Quand Pratt a raconté comment il l'avait conduit jusqu'au corps à travers bois, Anthony n'a pas nié. « Oui, mais il n'a rien reconnu non plus, » dit Rachel. « Sauf que si un type te parlait de retrouver un corps que tu as enterré et que tu ne savais pas de quoi il parle, pour moi, tu dirais quelque chose. »« Oui, bon, ça peut être un argument pour les jurés, » dit Hoshi. « Tout ce que je dis, c'est qu'il n'a toujours pas reconnu les faits. Il nous en faut plus. » Bosch le lui concéda en hochant la tête. Dans la matinée de samedi, il avait été décidé que la parole de Pratt ne suffirait pas. Son témoignage, selon lequel Anthony Garland l'avait conduit au cadavre de Marie Guesto, et qu'il avait, lui, accepté un pot de vin de T-Rex Garland, ne pouvait suffire à étayer une accusation. Pratt était un flic véreux, et bâtir un dossier sur son témoignage était trop risqué, à un moment où les jurys nourrissaient de forts soupçons sur la conduite et l'intégrité de la police. Ils avaient besoin des aveux clairs et nets des 2 Garland pour pouvoir avancer en toute confiance. « Écoutez, reprit Hoshi, tout ce que je dis, c'est que c'est bon, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait. Il faut qu'on ait un aveu clair de... »« Et le vieux ?» l'interrompit Bosch. « Pour moi, Pratt a réussi à le faire chier de trouille. »« Je suis d'accord, dit Rachel. Il est cuit. Si vous leur renvoyez Pratt, dites-lui de travailler Anthony. » Comme pour répondre à un signal, un bourdonnement sourd se fit entendre. Appel entrant. Hoshi, qui ne connaissait pas le matériel, leva un doigt au-dessus de la console et chercha le bouton.
Celui-ci, dit Houghton. Oshie appuya sur le bouton qui permettait de recevoir l'appel du portable. « Ici le van de surveillance, dit-il. Vous êtes sur haut-parleur. »« Comment je me suis débrouillé ?» demanda Pratt. « C'est un début, » répondit Oshie. « Pourquoi avez-vous mis si longtemps à appeler ? Il fallait vraiment que je puisse un coup. » Tandis qu'Oshie demandait à Pratt de regagner le banc et d'essayer d'obtenir plus qu'un demi-aveu d'Anthony Garland, Bosch remit son casque pour écouter ce qui se disait sur le banc. D'après les images à l'écran, il semblait bien qu'Anthony Garland soit en train de se disputer avec son père. T-Rex avait un doigt pointé sur lui. Bosch prit la conversation en plein milieu. « C'est notre seule porte de sortie. J'ai dit non !» cria le vieil homme. « Tu ne peux pas faire ça, et tu ne le feras pas. » Sur l'écran, Bosch vit Anthony s'éloigner de son père, puis revenir droit sur lui. On aurait presque dit qu'il était au bout d'une laisse invisible. Il se pencha vers le banc, et cette fois ce fut lui qui braqua son doigt sur son père. Ce qu'il proféra alors fut dit si bas que les micros du FBI ne saisirent qu'un vague grondement. Bosch appuya sur ses écouteurs, mais rien à faire. « Jerry, dit-il en lui montrant les écrans, vous pouvez travailler ça ?» Houghton remit son casque pour régler les entrées audio, mais c'était trop tard. La conversation rapprochée entre le père et le fils avait pris fin. Anthony Garland venait de se redresser devant son père et lui tournait le dos. Il regardait de l'autre côté du lac sans rien dire. Bosch se pencha en arrière de façon à voir l'écran de surveillance qui montrait le banc du haut d'un réverbère au bord de l'eau. Pour l'instant, c'était le seul où l'on pouvait découvrir le visage d'Anthony. Bosch y vit de la rage dans ses yeux. Il l'y avait déjà vu. Anthony serrait fort la mâchoire et hocha la tête, et se retourna vers son père. « Désolé, papa, dit-il. » Sur quoi il prit le chemin du hangar à bateau. Bosch le regarda se diriger à grandes enjambées vers la porte des toilettes, et le vit glisser la main dans son blazer. Bosch ôta son casque d'un coup sec. « Anthony se dirige vers les toilettes, homme !» cria-t-il. « Je crois qu'il est armé. » Il se leva d'un bond et poussa Houghton de côté pour se jeter sur la portière du van. Ne sachant pas comment elle marchait, il en tripota la poignée pour essayer de l'ouvrir. Dans son dos, il entendit Oshie aboyer des ordres dans le micro de la radio. « Tout le monde rapplique. Rassemblement. Le suspect est armé. Je répète, le suspect est armé. » Bosch réussit enfin à sortir du van et se mit à courir vers le hangar à bateau, mais ne vit pas trace d'Anthony. Celui-ci était déjà entré. Bosch se trouvait de l'autre côté du parc, à plus de 100 mètres du hangar. D'autres agents et enquêteurs du district Attorney s'étant déployés plus près, il les vit courir eux aussi vers le hangar, armes dégainées. Au moment même où le premier homme, un agent du FBI, arrivait à la porte, des coups de feu retentirent dans les toilettes. 4, très rapides. Bosch savait que l'arme de Pratt était vide. Ce n'était qu'un accessoire. Il fallait qu'il ait une arme au cas où les Garland auraient vérifié, mais comme il était incarcéré et mis en examen, on lui avait pris les balles. Bosch vit l'agent arriver à la porte prendre une position de combat, crier FBI et entrer. Presque aussitôt, d'autres coups de feu retentirent, mais avec un bruit différent des 4 premiers. Bosch comprit que c'était l'agent qui avait tiré. Au moment où il arrivait aux toilettes, l'agent en sortit, son arme le long de la jambe. Il parlait dans un talkie-walkie. « 2 hommes à terre dans les toilettes, dit-il. La scène est sécurisée. » Essoufflé d'avoir couru, Bosch inspira une goulée d'air et se dirigea vers l'entrée. « Inspecteur, dit l'agent en posant la main sur la poitrine de Bosch, c'est une scène de crime que vous avez devant vous. » Bosch l'écarta d'une poussée. « M'en fous. » Il entra dans les toilettes et vit les corps de Pratt et de Garland sur le sol en béton sale. Pratt avait reçu 2 balles dans la figure et 2 autres dans la poitrine. Garland, lui, en avait pris 3 dans la poitrine. Les doigts de la main droite de Pratt touchaient la manche du blazer de Garland. Des flaques de sang se répandaient déjà des 2 corps et n'allaient pas tarder à se réunir. Bosch observa la scène un instant en se concentrant sur les yeux grands ouverts d'Anthony Garland. La rage qu'il y avait vue quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par le regard vide de la mort. Il ressortit des toilettes et regarda vers le banc. Le vieil homme, T-Rex Garland, s'y tenait, la tête dans les mains. Sa canne à tête de dragon en or poli était tombée dans l'herbe. Tout Echo Park était fermé pour cause d'enquête.
Pour la 3e fois en une semaine, Bosch était interrogé sur la validité d'un tir. Sauf que cette fois, c'étaient les fédéraux qui posaient les questions, et que son rôle n'était que secondaire dans la mesure où il n'avait pas fait feu. Quand il eut enfin terminé, il gagna un camion garé le long du trottoir qui proposait des mariscos à la foule de badauds se pressant de l'autre côté du cordon de sécurité. Il commanda un taco aux crevettes et un Dr Pepper et les emporta vers un des 4x4 du FBI. Il s'était adossé à une aile avant pour manger son déjeuner lorsque Rachel Walling s'approcha. « Il se trouve qu'Anthony Garland avait un permis de port d'armes, dit-elle. Son travail d'agent de sécurité l'exigeait. » Elle s'adossa nonchalamment à l'aile arrière du 4x4, Bosch acquiesçant d'un signe de tête. « Il aurait sans doute fallu qu'on vérifie, dit-il. » Il avala sa dernière bouchée, s'essuya la bouche avec une serviette en papier et fit de cette dernière une boule qu'il glissa dans l'emballage en aluminium du taco. « Je me suis rappelé ton histoire, dit-elle. »« Quelle histoire ?»« Celle où tu m'as dit que Garland avait flanqué une trempe à des gamins dans le champ pétrolifère. » « Et alors ? Tu as dit qu'il avait braqué son arme sur eux. »« Exact. » Elle garda le silence, regarda le lac. Bosch hocha la tête comme s'il n'était pas trop sûr de ce qui se passait. Elle reprit enfin la parole. « Tu connaissais l'existence de ce permis, et tu savais qu'Anthony serait armé. Je me trompe ? » C'était une question, mais le sens était celui d'une affirmation. « Qu'est-ce que tu veux dire, Rachel ? » ?»« Je dis que tu savais. Tu savais depuis ce moment-là qu'Anthony était toujours armé. Tu savais que ça pourrait se produire aujourd'hui. » Il ouvrit grand les mains. « Écoute, dit-il, cette histoire avec les gamins remonte à 12 ans. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait armé aujourd'hui ?» Elle s'éloigna du 4x4 et se tourna vers lui. « Combien de fois as-tu parlé avec Anthony Garland au fil des ans ? Combien de fois l'as-tu fouillé à corps ?» Bosch serra plus fort la boule d'aluminium dans son poing. « Écoute, je n'ai jamais... Es-tu en train de me dire que pas une fois tu n'es tombé sur une arme en le fouillant ? Que tu n'as jamais vérifié s'il avait un port d'arme ? Que tu ne savais pas qu'il était plus que probable qu'il ait une arme et soit ivre de rage en venant à un rendez-vous pareil ? Si on avait su qu'il portait un flingue, nous n'aurions jamais organisé ce truc. » Bosch sourit d'un air désagréable et secoua la tête comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Qu'est-ce que tu disais déjà des conspirations à la noix l'autre jour ? Marilyn ne serait pas morte d'une overdose, ce seraient les Kennedy qui l'auraient fait assassiner. Bosch savait qu'Anthony apporterait une arme à ce rendez-vous et qu'il commencerait à tirer. Rachel, tout ça me fait l'impression. Et toi ? Lui répliqua-t-elle en le regardant fixement. Qu'est-ce que tu disais sur le fait que tu aurais été un véritable inspecteur ? Rachel, écoute-moi, personne n'aurait pu prévoir un coup pareil. Il n'y avait aucun prévoir, espérer, déclencher accidentellement, ça change quoi ? Tu te rappelles ce que tu as dit à Pratt l'autre soir au bord de la piscine ? Je lui ai dit beaucoup de choses. Tu lui as parlé des choix que nous faisons tous, lui renvoya-t-elle d'une voix teintée de tristesse. Du doigt, elle montra le hangar à bateau de l'autre côté de la pelouse et ajouta « Eh bien, il faut croire que c'est le chien que toi tu as choisi de nourrir. J'espère que ça te rend heureux. Et j'espère que ça colle parfaitement avec les procédés du véritable inspecteur. » Elle se retourna et repartit vers le hangar et le groupe d'enquêteurs qui se pressaient autour de la scène de crime. Bosch la laissa partir et resta longtemps sans bouger. Ses paroles l'avaient transpercé comme le vacarme d'un grand 8, grondement sourd et cris suraigus. Il serra la boule d'aluminium dans sa main et la lança vers une poubelle près du camion de Mariscos, et la rata d'un bon kilomètre. Keith Ryder franchit les doubles portes en fauteuil roulant. Elle trouvait cela gênant, mais c'était le règlement de l'hôpital. Bosch l'attendait avec un sourire et un bouquet de fleurs qu'il avait acheté à un vendeur posté à une sortie d'autoroute près de l'hôpital. Dès que l'infirmière lui en donna l'autorisation, Keith se leva et quitta son fauteuil. Puis elle serra timidement Bosch dans ses bras, comme si elle se sentait fragile, et le remercia d'être venu la chercher pour la ramener chez elle. « Je suis garé juste devant, » dit-il. Le bras en travers de son dos pour la soutenir, il l'accompagna jusqu'à la Mustang. Il l'aida à y monter, posa dans le coffre un sac rempli de cartes de vœux et de cadeaux qu'elle avait reçus,
et s'installa au volant. « Y a-t-il un endroit où tu veux aller d'abord » lui demanda-t-il. « Oh non, je veux juste rentrer à la maison. Je meurs d'envie de dormir dans mon lit. » « Je comprends. » Il démarra, déboîta et repartit vers l'autoroute. Il roulait en silence. Lorsqu'il retrouva le 134, le vendeur était toujours posté sur la bande médiane. Ryder regarda le bouquet qu'elle avait dans la main, comprit que Bosch l'avait acheté en 4e vitesse et se mit à rire. Bosch en fit autant. « Oh merde, 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 ça fait mal !» dit-elle en portant la main à son cou. « Je suis désolé. »« Pas de problème, Harry. J'ai besoin de rire. » Il acquiesça d'un signe de tête. « Sheila va passer aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Oui, après le travail. » « Bon. » Il hocha de nouveau la tête parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Ils retombèrent dans le silence. « Harry, dit-elle au bout de plusieurs minutes, j'ai suivi ton conseil. » Qui était ? Je leur ai dit que je n'avais pas d'angle possible pour tirer. Je leur ai dit que je ne voulais pas toucher Olivas. C'est bien, Keys. Il réfléchit quelques instants. Ça veut dire que tu vas garder ton écusson ? Oui, Harry, je garde mon écusson. Mais pas mon coéquipier. Il se tourna vers elle. J'ai parlé au chef, reprit-elle. Quand j'aurai fini la rééducation, je remonterai bosser avec lui. J'espère que ça ne te déplaira pas. Moi, tout ce que tu veux faire m'ira, tu le sais. Je suis content que tu restes. Moi aussi. Plusieurs minutes s'écoulèrent encore, et lorsqu'elle reprit enfin la parole, ce fut comme si la conversation ne s'était jamais arrêtée. Sans compter qu'en étant au 6e, je pourrais veiller sur toi, Harry. Peut-être même te tenir à l'écart de toutes les manœuvres politiques et autres bagarres bureaucratiques. Le Seigneur m'est témoin que tu auras encore besoin de moi de temps en temps. Il se fendit d'un large sourire. Il n'avait pas pu s'en empêcher. Il aimait bien l'idée qu'elle se trouve un étage au-dessus de lui, et qu'elle veille sur lui et le protège. « Ça me plaît, dit-il. Je ne crois pas avoir jamais eu d'ange gardien avant. » Vous avez entendu Echo Park de Michael Connelly, interprété par Éric Herson-Macarel. Réalisation Anne Millicher. C'est une production Livraphone avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil.